Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Il y a des personnes qui vous touchent, des personnes qui vous bousculent, des personnes qui vous font réfléchir, d'autres qui vous inspirent ou qui vous font rire. Mon invité du jour est un mélange de tout cela à mes yeux. Alors oui, je prends une voix très solennelle et je prends le temps pour cette introduction car je suis si heureux d'avoir reçu Victoria Guillaumont, créatrice du podcast Nouvel Oeil, conférencière et autrice. Avec Victoria, dans cet épisode, on a pris le temps. Le temps de revenir sur son parcours, sur ses questionnements, ses déclics, ses choix et ses engagements. Et ça fait du bien de prendre le temps. On a parlé de prise de conscience, d'éveil, d'écologie, d'action, de son potager aussi, de podcast évidemment, et de demain. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Victoria Guillaumont. Bonjour Théo Robache. Enchanté. Enchantée, ravie de faire ta connaissance. Mais également, ravi de te recevoir sur Le Pompon. Quel honneur. Très heureuse d'être là. Ah là 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 là. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Victoria ? Oh là là. Bon déjà avec Théo on se connaît quand même très très bien. On peut le dire effectivement. On peut le dire. On a passé un peu de vacances ensemble même carrément. Un peu de vacances, Soyons on a beaucoup fous. rigolé, Exactement. on a beaucoup cuisiné. On a beaucoup cuisiné effectivement. Théo on a bien fait de mangé. très bons cookies. Là Merci, Théo vient de faire Victoria. un très bon gâteau. Voilà, donc me présenter, j'aime la pâtisserie. Ouais. J'aime la vie dans son ensemble. Je suis la créatrice du podcast Nouvel Oeil que j'ai lancé il y a 3 ans, mais officiellement il y a 2 ans. Mhm. Donc chaque semaine, un petit peu comme toi Théo, j'interviewe une personne inspirante sur son parcours de vie Mhm. pour apporter des prises de recul aux jeunes d'aujourd'hui. Après j'ai publié un livre qui s'appelle « Ce qu'on n'apprend pas à l'école » il y a Yes. 1 an. Ouais. Et puis je donne des conférences un peu partout en France pour éveiller les consciences sur le sujet de l'engagement, de la conscience écologique, développement personnel, voilà. Cool. C'est très drôle de prendre cet air sérieux avec toi alors qu'on a l'habitude de rigoler et de C'est clair. dire que des Ça va être bêtises. rigolo, Je vais ça essayer va de pas dire On va essayer trop d'en de dire un bêtises. petit peu mais pas trop quand même. Mais... Ouais. Tu voulais faire quoi quand t'étais petite ? Je pense qu'à peu près chaque semaine, je changeais d'idée. Ouais. Il y a quand même astronaute qui est resté longtemps Mhm. dans ma tête. Mhm. Et j'étais passionnée, et je suis toujours passionnée d'astronomie. Et tu vois, pour te dire, pour Noël, Mhm. je commandais pas des Barbie ou des jouets, où je disais, je veux des livres d'astronomie. Ok. Et quand je serai grande, je voudrais que vous m'offriez un télescope pour observer les étoiles. Ah ouais, t'étais vraiment là-dedans. quoi. J'étais vraiment à fond et je disais à ma mamie, quand je serai grande, je t'amènerai sur la Lune. Et c'est vrai que l'astronomie, c'est resté très 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 longtemps dans ma tête. C'est pour ça aussi que je me suis engagée, je pense, dans un bac scientifique. Mhm. Parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et au fond de moi, je pense que j'avais toujours ce petit espoir que je pourrais peut-être faire de l'astronomie. Mais je me Ouais. suis vite rendue à l'évidence que c'était plus les lettres que les Ouais, chiffres qui yes. étaient naturels pour moi. Ok. Mais je suis aussi passée par maîtresse d'école, coiffeuse, auteur, tu vois. Mhm. Journaliste. Un temps, je voulais être présentatrice météo. Mhm. Ça aussi, c'est resté Ok. longtemps. Énorme. Tu vois, je me voyais présenter la météo à la Notre télé. nouvelle Evelyne Delia, bonjour. Du soleil partout en France, ranger les parapluies. Oui, il fallait dire Aujourd'hui par- est une belle journée. La vie est belle. Donc, je suis passée par plusieurs rêves. Et puis même encore aujourd'hui, il y en a plein, tu vois. Mhm. Donc, Chouette. ça n'a pas trop changé. Ouais. Et au collège, lycée, t'avais une idée de ce que t'allais faire après, un petit peu ? Parce Mais que- j'étais paumée. Ouais. Ah ouais, non. C'était collège, lycée, tu vois, j'en ai à la fois un bon souvenir et à la fois intérieurement, je me sentais vraiment pas bien, Mhm. pas confiante en moi. Ouais. J'y voyais hyper flou par rapport à l'avenir et je percevais la vie des grands comme quelque chose de clivant, Mhm. où il fallait faire des sacrifices et où il fallait en baver. Mhm. Et quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, moi je ressentais une vraie pression sur mes épaules. De me dire, mais ok, là on me demande de faire un choix qui va être décisif pour ma vie.
Et en même temps, il faut que je choisisse quelque chose qui claque, parce que les gens, ils te disent que réussir sa vie, c'est quand tu mets des étoiles dans les yeux des autres parce que t'es chez Google ou Facebook ou que sais-je. Et déjà, je mettais pas des mots dessus, mais je sentais que ce modèle-là et cette course-là, elle était pas pour moi. Je sentais que j'allais pas être heureuse dans ce modèle-là. Mais quand t'as 15 ans, tu te révoltes pas en disant « Non mais moi les gars, je vais juste vivre ma vie, vivre mes projets, vivre mes rêves et vos CDI, j'en veux pas, tu vois. » Mais donc, comme je mettais pas des mots là-dessus et que j'avais pas confiance en moi, en fait, je le vivais mal au fond de moi, parce que je voyais que tout le monde cherchait quelque chose, que personne dans le fond savait vraiment, mais qu'on faisait tous un peu semblant de savoir. Et moi, je voulais pas faire semblant, et en même temps, je me sentais obligée de faire un peu semblant. Donc, j'ai toujours répondu en fonction de ce qui paraît très bien aux yeux des autres. Donc, voilà, j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école. Ramener des 20 sur 20, major de promo, félicitations. Et puis, t'as des bonnes notes, fais un bac scientifique, Victoria, parce que de toute façon, t'aimes les sciences. Je dis, non, j'aime pas les sciences, les maths, tout ça, j'aime pas. J'aime l'astronomie, ça me fascine, mais finalement, c'est plus l'aspect philosophique qu'il y a derrière tout ça et spirituel, tu vois, qui nous rappelle à notre petitesse et au fait qu'on est juste une petite poussière d'étoiles dans ce grand monde, mais pas les calculs scientifiques qui vont déterminer à combien de kilomètres est la prochaine galaxie, tu vois. Donc voilà, non, j'étais assez perdue et j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire. Je me disais, écoute, je me laisse porter. Tant que je travaille bien, que je ramène des bonnes notes, on verra, tout ira bien. C'était un peu ça que j'avais en tête. Ouais. Mais alors, ce décalage, parce que je vois ça comme un décalage, pour le coup, entre ce que tu as à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. Oui, clairement, il y avait une dissonance. C'est cette dissonance. Alors, tu l'as dit, et je pense qu'on reviendra là-dessus, parce qu'on parlera de confiance en soi aussi dans le podcast. C'est intéressant. Gros sujet. Vaste sujet. Et à quel moment, toi, tu as eu ce déclic, j'ai envie de dire, parce que tu vois, ce décalage, il y en a qui l'ont toute leur vie, qui le ressentent, qui n'en parlent pas, qui le gardent en eux, et puis il y en a pour qui ils se disent, en fait, sans avoir d'exemple, c'est normal d'être comme ça, d'être décalé, ou la société est comme ça, la norme, c'est ça, donc je dois m'y adapter, et le fait d'être différent, j'ai pas forcément cette option-là. À quel moment, toi, tu t'es dit, en fait, laissez-moi tranquille, je vais écouter l'intérieur. Oui. C'est un long chemin, je pense que je chemine encore aussi là-dessus aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce décalage, je l'avais en moi, mais je le ressentais pas. Je mettais pas des mots dessus. Je le subissais, en fait. C'était plus ça. Je voyais bien que, par moments, je réfléchissais différemment. Je voyais bien que les adultes étaient malheureux dans le fond. Tu vois, moi, je comprenais pas tous ces gens qui juste suivaient métro, boulot, dodo, et puis qui se plaignaient de commencer le lundi matin. C'est des choses qui me paraissaient aberrantes, en fait, déjà dès toute petite, de me dire, mais comment on peut se lever le lundi matin et dire « Oh, j'ai pas envie de commencer ma semaine, vivement vendredi ». Et même tous ces gens qui te disent « Profite tant que t'es jeune, après la vie, c'est dur ». Mais j'étais là, mais en fait, tu vois, déjà, on n'a qu'une vie, pourquoi on doit la subir ? C'est des choses qui me paraissaient tellement abstraites, voilà. Et puis... je pense que ce qui vraiment a été catalyseur dans toutes ces réflexions, ça a été beaucoup de rencontres, un cheminement, mais surtout un voyage humanitaire en Inde. Lors de ma première année d'école de commerce, je suis partie 2 mois dans les bidonvilles en Inde pour aider les enfants qui n'ont pas tous les privilèges qu'on peut avoir en France. Et là, je me suis posé des vraies questions en fait, sur le sens que je voulais donner à ma vie, profondément. Et j'ai osé, pour une fois, affronter cette question de « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Là où avant, je la repoussais toujours parce qu'elle fait super peur. Et là, avant, tu as quand même suivi tes études, tu es allé à l'INSEC pour le coup, tu as suivi un cheminement, comme moi, classique. Pour le coup, j'ai suivi l'école de commerce et tu te laisses embarquer. Et donc, clairement, voilà, fin du bac, t'es paumé, tu sais pas ce que tu veux faire, beaucoup de choses t'intéressent. Allez, école de commerce, ça t'ouvre plein de portes, puis il y a plein de débouchés, go, tu vois, solution de facilité. Et là, en fait, je me retrouve dans les bidonvilles en Inde. Et je me retrouve surtout face à moi-même parce que je connais personne, j'ai 18 ans, je me détache des réseaux sociaux et j'apprends l'autre réalité de la vie. Tu vois, j'apprends qu'on peut être heureux avec simplement une bâche comme toi, avec un petit peu de légumes et des nanes pour manger chaque jour, avec une lessive qui est faite dans un seau d'eau et simplement avec des vrais échanges humains, avec de l'amour, avec du partage, de la bienveillance. Et moi, ça m'a fait prendre beaucoup de recul sur nos conditions de vie en tant qu'occidentaux. Je me suis dit, mais en fait, on en a tellement qu'on se rend plus compte de tout ce qu'on a et on est dans l'illusion perpétuelle d'avoir et
on pense qu'en avoir plus, ça va nous rendre heureux, et donc on court après ça tout le temps. Il faut faire plus, il faut être plus, il faut prouver plus. Mais à quel prix ? Parce que cette humanité, cet amour que là je ressens en Inde, en fait, on l'a plus en France. Et le choc a été d'autant plus violent quand je suis rentrée et que je suis passée par Paris et que j'ai vu le métro et je me suis dit, mais what ? C'était violent en fait. Ouais. Et c'est ce que je dis à tous mes proches. J'ai dit, vous m'avez tous dit que j'allais prendre une grosse claque en arrivant en Inde parce que le choc culturel est immense, mais ma plus grosse claque, ça a été de revenir ici parce que en fait, tous les paradoxes dans lesquels on vit, ils m'ont sauté aux yeux. Alors qu'avant, je fermais les yeux là-dessus parce que tout simplement, j'étais pas sensibilisée et que pour moi, la vie, c'était ça, comme j'avais toujours grandi là-dedans. Et là, d'avoir pris un tel recul sur nos conditions de vie, vraiment, je me suis dit, mais quel sens moi je veux donner à ma vie ? Quand j'aurai 90 ans et que je vais me retourner sur toutes ces années, qu'est-ce que je veux retenir ? Qu'est-ce que je veux avoir laissé derrière moi ? Est-ce que je veux avoir laissé ma vie être dictée par d'autres ? Donc mes parents qui m'ont dit, Victoria, fais ci, fais ça, c'est comme ça que tu réussiras ta vie. Est-ce que je veux l'avoir laissé être dictée par mes proches ou la société qui te dit c'est quand tu auras coché telle case et telle case que tu seras heureuse et que tu pourras dire ça au monde et donc t'identifier à ton ego pour te sentir bien, pour appartenir à notre espèce. Enfin, tu sais, il y a plein de questions après existentielles qui se tissent derrière tout ça. Ouais. Et donc j'en viens que j'ai perdu ta question, mais voilà, aussi. Un gros déclic, ça a été ce voyage en Inde, en fait. Ça, oui, pour te dire que c'est là que j'ai senti ce décalage et que je l'ai accepté. Que je me suis dit, oui, en fait, c'est prise de conscience que dans le fond, j'ai toujours eu en moi de ce modèle de société qui cloche. J'ai vite fait le parallèle aussi avec l'écologie et je me suis dit, mais au-delà du fait que ça ne nous rend pas heureux de vivre dans ce toujours plus et cette accumulation de biens, de choses, de faire. Au-delà de ça, ça détruit notre planète. Donc en fait, c'est tout un modèle qu'il faut repenser. Et si moi, je continue à encourager ce modèle-là, je serai tout le temps en dissonance. Et donc à moi, aujourd'hui, sortie des études, de faire en sorte que ma vie aille à contresens de ce système-là et de ce modèle-là pour montrer qu'un autre monde est possible. Ouais. Donc voilà, ça a été un cheminement, mais c'est vrai que l'Inde m'a aidé à mettre des mots là-dessus. Ça a été le début de l'écriture de mon livre. Et après, au retour d'Inde, je pense qu'on va y venir, mais... c'était très inconfortable parce qu'effectivement j'avais mis des mots et j'avais ressenti cette différence, mais pour autant je me suis quand même retrouvée dans l'amphithéâtre avec tous mes camarades de classe qui continuaient d'avancer tête baissée sans se poser de questions. Et donc je ressentais un tel décalage et j'ai l'impression d'être l'ovni un peu de la promo. Et plus envie de sortir en boîte de nuit pour faire style que je sors parce qu'on m'a dit qu'avoir 20 ans et profiter de la vie c'était boire des coups, alors que ça m'a jamais intéressée dans le fond. J'avais toujours l'impression de perdre mon temps, tu vois. J'étais là, mais je serais tellement mieux avec un livre ou avec des vieux à parler de la vie, tu vois. Donc le retour a été assez violent après. Ouais. J'ai bien de croire. J'ai eu la chance d'aller en Inde aussi, donc je comprends le retour. Oui. On ne s'est pas rencontrés par hasard. Exactement. Et justement, je vais rester un petit peu sur l'avant, parce que pour le coup, il y a quand même un avant et un après. Oui, quand même, clairement. On est d'accord. Je vais rester un petit peu sur l'avant Inde. Ouais. Est-ce que tu avais quand même ce sentiment interne de cette envie de rechercher ou de te dire, je sais qu'à un moment donné, je vais trouver une façon de plus m'aligner, ou parce que parfois, en fait, on peut, je parle aussi en connaissance de cause, on peut avoir quelque chose en intérieur, pas savoir ce que c'est, pas savoir comment ça va se développer, comment ça va venir, mais sentir que tu vois, il y a une lumière quelque part, en quelque sorte, tu vois. Et le voyage en Inde, toi, a été en quelque sorte cette lumière, si je peux le dire ainsi. Ouais, clairement. Est-ce que tu vois, avant, parce que tu as fait tes études, etc., tu as suivi ce qu'on pouvait te dire et ce que la société voulait, mais est-ce que tu sentais qu'à un moment donné, avant l'Inde, il y avait quelque chose et tu te dis, bon, en vrai, je le sens qu'il va se passer quelque chose à un moment donné et ça va venir. Ouais. Alors, non. Ouais. Est-ce qu'on peut baisser un peu le chauffage ? Vraiment, alors, j'ai super chaud. Et puis, pour l'écologie, c'est pas ouf. Non, bon, en même temps que Théo fait le technicien, du coup, je vais répondre à la question. En fait, avant l'Inde, très honnêtement, je me posais pas autant de questions. Et je rentrais dans les clous. Donc, je jouais un rôle. J'avais un peu endossé le manteau de la petite fille parfaite. Ouais. Et j'imaginais ma vie et je pensais. Moi, en fait, je croyais à tout ce qu'on nous vend à l'école. Donc, je croyais que ramener des bonnes notes, avoir le plus beau stage à la fin de l'année et à la fin de mes études pour décrocher le plus beau job et gravir les échelons et avoir des gros dossiers sous les bras, ça me rendrait heureuse. Et j'y croyais sincèrement. J'aimais faire les boutiques, j'aimais me maquiller, j'aimais poster sur les réseaux sociaux et j'étais attachée à tout ça. Ouais. Donc, je me posais pas vraiment ces questions-là, tu vois. Avant de partir en Inde,
au fond de moi, je savais qu'il fallait que je parte en Inde, je l'expliquais pas. Un jour, il y a une asso qui est venue se présenter en amphi et qui a dit nous, on peut amener des étudiants en Inde, si vous voulez, en entreprise. On peut les placer. Donc, on était une petite dizaine à vouloir partir. Et quelques mois avant le départ, cet asso revient et dit bon, en fait, les gars, les conditions de visa ont changé. Si vous voulez partir en Inde, c'est plus en entreprise, c'est dans des assos. Donc, vous faites du bénévolat. Et là, plus personne voulait partir. Okay. Et moi, j'étais là, mais non, vous rigolez. Enfin, c'est encore mieux en tant que Français, on pourra apporter notre aide à des gens qui sont dans le besoin, c'est incroyable. Sauf que le directeur de mon école voulait plus me laisser partir, donc j'ai dû le convaincre. Enfin, grande histoire, mais je sentais au fond de moi qu'il fallait que j'y aille. Et ça, c'était une intuition, complètement. Et quand les gens me disaient, mais pourquoi tu vas en Inde ? Je savais pas répondre. Et j'avais regardé aucun docu sur ce pays. J'avais aucune idée de ce qu'était ce pays. Et en fait, je voulais pas savoir. Et j'ai eu beaucoup de peur qu'on me renvoyait de mais t'es hyper jeune, mais en plus t'es une fille, mais tu sais pas où tu vas, mais dans les bidonvilles. Mais attends, mais c'est un des pays les plus pauvres au monde. Mais t'es folle. Et moi, j'étais là, peut-être que je suis folle, mais je l'explique pas, je sais qu'il faut que j'y aille. Et effectivement, ça a changé ma vie. Mais avant ce départ, j'étais la petite fille parfaite, en fait, qui colle aux stéréotypes de la société et qui essaie de s'insérer comme elle peut et d'impressionner les autres, quoi. C'était vraiment ça. Ouais. Donc non, j'avais pas encore cette lumière, comme tu l'as si bien dit. Et alors, tu peux nous dire ce que tu fais en Inde aussi, au-delà du retour en lui-même. Enfin, c'est quelle expérience tu vis. Et puis, question que je pensais te poser plus tard, mais je vais la dire maintenant. Est-ce que tu penses que l'expérience que tu as vécue là-bas, on peut la vivre plus proche ? Ah, bien sûr. Ouais. Alors, pour répondre à ta première question, le matin, j'étais directement dans les bidonvilles avec les enfants. Ok. Donc, je les aidais à apprendre un peu de mathématiques, un petit peu d'anglais. On faisait des activités créatives aussi. Et une histoire hyper belle, c'est que j'ai fait beaucoup de danse classique. J'en fais encore un peu. Et parfois, tu vois, ça m'arrive de me tenir sans faire attention, de manière... Enfin, tu sais, les pieds... Je confirme. Les pieds en première et je tout. t'ai Les déjà gens, vu comme ça. Voilà. Et les gens c'est disent, parti de spectacle. Qu'est-ce que tu fais, Victoria ? Et puis je fais, ah oui, pardon, non, mais... Et donc là, ces enfants voyaient que parfois, je commençais à danser et tout, et ça les intriguait. Donc je leur ai dit que j'ai fait de la danse pendant plusieurs années et ils m'ont dit montre-nous. Bon, ils disaient pas montre-nous, en réalité on pouvait pas communiquer parce qu'ils parlaient très peu anglais. Je leur apprenais l'anglais et pas du tout français. Mais voilà, langage non verbal, je voyais bien qu'ils étaient force de proposition à apprendre et donc je leur montre un pas, 2 pas, 3 pas. Et je reviens chaque matin et je vois que en fait ils s'entraînent. Et j'étais là, mais elles ont retenu ce que je leur ai montré hier, elles s'entraînent et je vois qu'en fait elles ont le sourire jusqu'aux oreilles à l'idée d'apprendre à danser. Ouais. Et donc je me suis dit ok, je vais leur apprendre de plus en plus, on va même monter une petite choré et puis on va même faire un spectacle à la fin de mon séjour ici. Donc on s'est vraiment pris au jeu et on a construit une vraie chorégraphie de danse avec une vraie représentation dans leur bidonville et j'ai le sentiment que ça a été un des jours les plus importants de leur vie, sans prétention, tu vois, mais en fait, c'est quelque chose qu'elles n'avaient jamais vécu, c'était surtout des filles. Ouais. Et il y avait leurs parents qui étaient venus, ils avaient décoré toute la salle de classe du bidonville, elles s'étaient apprêtées, mais comme jamais, elles s'étaient maquillées, elles avaient mis les quelques robes qu'elles avaient, et j'étais là, et puis elles étaient stressées, mais j'étais là, mais c'est juste vos parents, on est une trentaine, il n'y a personne, tu vois. Et pour elles, c'était l'événement de l'année. Je voyais à quel point ça leur tenait à cœur. Et je me suis dit, mais waouh, comme une si petite chose, en fait, ça peut changer la vie et marquer les esprits de gens. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Donc voilà, le matin, je faisais ça avec elles et eux, parce qu'il y avait deux centres. Un avec plus des garçons très jeunes et un avec plus des filles. Et l'après-midi, c'était dans les bureaux, communication, aider à faire connaître l'association. Donc j'ai lancé un crowdfunding. J'ai pu ramasser un petit peu d'argent, mais pour un petit peu, c'est beaucoup. Donc on a pu racheter des fournitures scolaires, mettre des bâches sur le toit de l'école, tout repeindre. Donc voilà, c'était plus administratif l'après. Ok. Voilà, à peu près. Et tu l'as un petit peu dit, mais t'en retiens quoi de cette expérience ? Tu as parlé de l'humain, bien sûr, de ce côté matériel. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu retiens de cette expérience-là ? La profondeur des échanges. En fait... C'est rigolo ce que tu dis, profondeur des échanges, alors qu'ils ne parlaient pas forcément français et anglais, c'est ça qui est chouette. Oui, mais sans parler, tu peux échanger. Tu vois, le regard, en fait, juste le regard, ils te regardent vraiment dans les yeux et ils te prennent dans les bras quand tu arrives le matin et ils te sourient
Et tu sens que c'est sincère, en fait. Tu vois qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, tu vois qu'il n'y a pas l'ego qui prend le dessus, tu vois qu'il n'y a pas d'intérêt. Et ils sont juste là, ils t'acceptent pour ce que t'es. Et moi, j'arrivais le matin habillée n'importe comment, pas maquillée. Et ils arrêtaient pas de me dire, mais t'es belle, et tu vois, avec tellement d'admiration et de bienveillance et d'amour. Et j'étais là, mais j'ai jamais eu autant d'amour en France. Et ça m'a marquée, parce que je me suis dit, mais ils m'acceptent juste pour qui je suis. Et comme je te disais, avant d'arriver en Inde, moi j'étais quand même attachée à l'apparence, parce que quand t'as 18 ans, bah t'essaies un peu maladroitement de t'insérer dans la société, d'être accepté par les autres. Donc tu fais ce qu'on te dit de faire et ce que tout le monde fait, finalement. Ouais. Et donc là, je me suis vraiment dit, ok, je peux juste être moi-même. Et donc j'ai appris à être moi-même, je pense, là-bas, tu vois, pour répondre à ta question, qui est un grand apprentissage quand même. Clairement. Voilà. C'est assez chouette. Ok, et en rentrant de l'Inde, tu dis, tu vois les choqués pour le coup, enfin, c'est quand même le terme, d'ouvrir les yeux aussi, quand même. Tu fais quoi les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois? Qu'est-ce qui se passe? Parce que parfois on peut avoir un déclic, un choc. Ça peut être regarder un reportage, ça peut être lire un bouquin. Ça reste quelques jours, puis tu reprends ta vie normale. Est-ce que toi, tu as repris ta vie normale ou est-ce que dans la foulée, vraiment, ça a pris le dessus, quoi? J'ai tout fait pour pas reprendre ma vie normale. Okay. Parce que tout le monde me disait, ce que tu as appris en Inde, de toute façon, le temps va le déliter et tu t'as vite fait de reprendre tes habitudes. Et au fond de moi, je savais que je voulais pas reprendre mes habitudes parce que je me suis sentie plus heureuse en Inde que je l'étais avant de partir et que j'étais en France. Donc je me suis dit, en fait, ce bonheur et cette pureté que j'ai touchée en Inde, je veux juste la garder en France. Et comment je fais pour perpétuer ça, et même au-delà de le perpétuer cet état, de le faire grandir. Et donc j'ai commencé à faire un gros reset de ma vie et de finalement ce qui était futile. Donc gros tri dans mes relations, mais ça s'est fait assez naturellement finalement. Et tu vois, les amis les plus proches, ils m'ont toujours dit, il y a eu un Victoria avant et après l'Inde, et on l'a vu, on l'a senti, et tu sortais plus comme avant, et puis il y a des fois, on te proposait des trucs que tu voulais pas, alors qu'avant c'était ah bah oui, il faut y aller, il faut faire tout ça. Donc il y a eu gros nettoyage relationnel. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de relations qui pouvaient être nocives en fait, et que tu cultivais pas pour des bonnes raisons. Donc je me suis détachée de ça. J'ai fait un gros tri dans mon dressing. Je me suis dit mais en fait je culpabilisais d'en avoir autant. Quand je suis rentrée en France, je trouvais que tout était trop propre, tout était trop à sa place et tout était trop. Et quand je suis rentrée dans ma chambre, je me suis dit mais pourquoi j'ai tout ça? J'ai pas le droit d'avoir tout ça alors que eux ils ont que 2 t-shirts et qu'ils savent pas ce qu'ils vont manger ce soir. Et j'ai ressenti énormément de culpabilité à ça. Donc j'ai fait un gros tri dans mon dressing et j'ai gardé que l'essentiel. Donc j'ai laissé plus de place pour une bibliothèque. Ouais. Et j'ai changé la bibliothèque, le dressing par bibliothèque en fait. J'ai transformé mon dressing en bibliothèque. Ok. Donc il y a eu ça, et puis après ça a été donc une première porte ouverte, et ça a été un cheminement pendant des années où après j'ai changé mon régime alimentaire, etc. Mais là c'est pas que l'Inde, c'est après une conscience qui s'est développée, mais déjà les relations ça a fait beaucoup parce que je me suis naturellement en fait entourée de personnes plus âgées que moi. Et étrangement j'étais plus à l'aise avec des personnes plus âgées. J'avais le sentiment que les discussions me nourrissaient plus, que c'était moins futile, que tu vois on parlait pas que de garçons et de comment je m'habille ce soir pour... Et moi tu vois j'en avais marre en fait de ça, et du coup je me suis plus acceptée, tu vois, en un mot c'est ça. Je suis rentrée, je me suis plus acceptée, j'ai osé être moi-même et osé déranger peut-être. Et ne pas plaire à tout le monde. Alors qu'avant, je voulais juste dire oui à tout le monde et être un peu le caméléon qui s'adapte en fonction de la personne en face pour toujours être bien avec la personne en face. Et là, les gens avec qui ça colle pas, juste ça colle pas et je reste moi-même, tu vois. Donc voilà les choses que j'ai retenues en rentrant en Inde. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'était hyper inconfortable parce qu'à la fois, je sentais que moi, je cheminais, que je mettais des choses en place dans mon quotidien. Et en même temps, je voyais bien que c'était en opposition à ce que tous les autres faisaient. Et tu vois, quand en classe, il fallait, on avait notamment des cours de coaching, et il fallait réfléchir à un projet professionnel hyper béton. Et j'y arrivais pas. Et je voyais bien que tout le monde essayait de lisser ça et de feutrer ça au maximum pour que le projet soit le plus waouh possible. Ouais. Et au dernier cours, je me souviens bien de ça. Au dernier cours, tout le monde avait préparé sa présentation, c'était verni comme pas possible. Et en fait, moi, je me suis dit, je veux pas mentir, je veux pas faire genre que je vais travailler en RH, alors que, tu vois, j'avais dit relations humaines parce que dans le fond, il y avait le mot humain, et je me suis dit, c'est peut-être le truc le plus
le plus possible qui serait cohérent avec ce que j'aimerais plutôt que comptabilité, finance et tout. Donc je m'étais dit, bon allez, on va dire relations humaines, ça fera sexy. Mais en fait, au moment de faire ma présentation, j'ai eu, je sais pas, un petit déclic, un truc, et j'ai dit, vraiment, chapeau, vous avez tous présenté des projets de ouf, et ça vous promet une belle carrière, mais moi, très honnêtement, je suis paumée. Je sais pas du tout dans 2 ans comment j'envisage ma vie. Ce que je sais, c'est que, d'une manière ou d'une autre, en fait, je veux impacter le monde. Et c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je sais pas encore comment je le ferai, mais je sais que ce monde actuel me convient pas et que je veux le changer. C'est tout. Okay. Et j'ai été hyper honnête, hyper authentique, j'ai juste dit ça, j'ai montré 0 slide et je me suis dit je vais avoir 0 parce que ça fait des mois qu'on a des cours de coaching avec définir son projet pro, raison d'être et là je balance juste je veux changer le monde, au revoir, tu vois. Ouais. Et en fait à la fin du cours, il y a donc Anne Phoenix qu'elle s'appelle qui me dit Victoria viens me voir. Donc moi je me dis ok je vais me faire lyncher, voilà, je me suis dit bien sûr, tu vois, j'ai rien présenté de ouf donc Et elle me dit, en fait, j'ai été hyper touchée par ce que t'as dit. Parce qu'en fait, je pense que tout le monde est un peu paumé et t'as juste osé être authentique et sincère. Et je me suis dit, waouh. Et ce jour-là, c'est comme une leçon à moi-même où je me suis dit, mais sois toujours honnête, en fait. Tu vois, te mens jamais. Et c'est pas parce que là, t'as une certaine pression d'avoir un bulletin à la fin de l'année et du coup une note à la fin de ce cours que tu vas... modeler ton discours en fonction de ce que la prof voudrait entendre pour te mettre une bonne note. En fait, là, tu as envie de dire ça, tu dis ça. Et donc, voilà, juste pour te dire que je me sentais un petit peu à côté des clous. Mais j'acceptais d'être à côté des clous, de plus en plus. Ok. Et tu disais tout à l'heure, en gros, toutes les personnes qui t'entouraient étaient... Enfin, pas toutes, mais beaucoup de personnes, c'était en décalage avec le nouveau toi, j'ai envie de dire, la nouvelle toi. Ouais. Est-ce que tu as trouvé justement d'autres personnes avec qui tu pouvais échanger là-dessus et qui t'écoutaient en fait, tu vois, et qui étaient capables d'écouter, d'entendre, d'écouter tout ce que tu disais et te le renvoyer aussi avec bienveillance et sans t'envoyer non mais Victoria c'est complètement utopiste, tout est complètement à côté de la plaque, parce que je peux me dire parfois quand on est à côté encore du système, et je pense qu'on est de plus en plus à être à côté du système global. Donc et bientôt on sera la majorité. Bientôt on sera la majorité. C'est une promesse. Ça arrive. Il y a l'épisode avec Aurélie Piette justement qui sort un deuxième bouquin à la rentrée 2023 qui devrait s'appeler 2 milliards de réenchanteurs. Donc comme quoi on est 2 milliards d'une manière ou d'une autre sur cette terre à avoir envie d'un autre modèle, donc c'est assez chouette, on n'est pas seul. Sur 8 milliards. Ça peut c'est faire pas mal, petit à petit. Ouais. Et donc, est-ce que toi, t'as eu des contacts avec ce type de personnes, en tout cas qui pouvaient penser comme toi, ou t'inspirer et alors, ça s'est multiplié, on le verra par la suite, et surtout, comment t'as fait les premiers pas, en fait? Oui. Très bonne question. Je pense que ça va te parler, ou pas ce que je vais te dire, mais on repère très vite les gens qui se posent des questions. Et du coup, dans une promo de 70, 100, très vite, tu croises le regard des gens qui se demandent aussi ce qu'ils font là. Il n'y en a pas beaucoup. Et là, en l'occurrence, il y avait 2 personnes, 2 filles. Il y avait Amélia et il y avait Anouk, qui sont devenues des très bonnes amies. Et je pense que toutes les 3, on était un peu en mode « qu'est-ce qu'on fait là, quoi ?» Donc Anouk est devenue une très 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 bonne amie et je remercie le ciel de l'avoir mise sur ma route au retour de mon voyage en Inde, parce qu'elle n'était pas là la première année, elle est vraiment arrivée l'année où je suis rentrée d'Inde. Et c'était un peu bouffée d'air frais en mode waouh, ok, quelqu'un qui me comprend. Et puis je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup de relations, mais surtout besoin de vraies relations. Et donc Anouk, ça a été ma relation de l'école et on s'est beaucoup apporté mutuellement. Et puis après, t'attires aussi ce que t'émanes. Donc après, dans la vie, en fonction des endroits que tu fréquentes, des conférences que tu vas voir, des lieux qui t'inspirent, tu croises la route de personnes qui sont dans ta vibe aussi. Donc en faisant le tri, en laissant la place pour de nouvelles rencontres, parce que toi, tu oses te libérer de relations qui sont nocives pour toi, en fait, y a plein de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie et qui sont beaucoup plus alignées avec toi. Et c'est là que, comme je te le disais, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes plus âgées que moi qui prenaient de la place et j'ai appris à me nourrir vraiment de relations élévatrices. Mais ça s'est fait, comme tu le disais, petit à petit. Mais pour répondre à ta question, dans la promo, j'ai 2 noms en tête de personnes qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont fait du bien.
Ok. Et ça a d'abord commencé par les gens vraiment autour de toi dans la promo et après au fur et à mesure ça allait plus loin. Quoi. Ouais. Okay. Ouais. Et est-ce que tu as fait face à des gens qui, justement, comme je te disais, qui te renvoyaient leur peur pour le coup, j'imagine, enfin leur peur donc de faire différemment potentiellement, et comment tu as pu réagir à ça ou faire face à ça? Parce que parfois, en fait, à force de... Enfin, tu vois, je sais pas si ma question est suffisamment claire ou pas. Je suis en train de la réfléchir. D'accord, ok. Je veux bien que tu développes. Parce que parfois, donc tu as des personnes qui vont te renvoyer leur propre peur en disant non, mais fais pas ça, prends ton CDI, nanana. Mais ça, j'imagine que tu en as eu plein. Mais comment tu fais? Parce que parfois, tu peux te dire au bout d'un moment, en fait, je suis pas normal et donc je reprends ce chemin-là. Comment toi, tu as fait pour à la fois te blinder, entre guillemets, tu vois? Mais c'est ça, c'est un blindage. Un bouclier. Et comment tu as fait? Il se constitue, j'imagine, au fur et à mesure. Mais comment tu as fait au début? J'ai encaissé. Okay. J'ai pris cher. Franchement, hein, c'était chiant. C'était chiant parce que la confiance en soi, on va en reparler, mais c'est un voyage perpétuel. Et quand tu es dans tes études, tu n'as pas spécialement confiance en toi. Donc moi, j'apportais des nouvelles pierres un petit peu plus chaque jour. Mais c'était très inconfortable d'oser dire, en fait, je ne prendrai pas de CDI, sans savoir pour autant ce que tu allais prendre à la fin des études. Donc tu vois tout le monde foncer tête baissée et puis courir vers un parcours hyper linéaire. Toi, tu sais que tu veux pas emprunter ça, mais tu sais pas ce que tu veux emprunter. Ouais. Et donc juste, t'acceptes de faire confiance. Et tu te dis, je reste en cohérence avec mes valeurs, mes intuitions, advienne que pourra. Et j'ai tâtonné. Après, j'ai toujours évité l'entreprise. Donc dès qu'il y avait des stages de fin d'études, de trucs à faire, je m'arrangeais pour passer des projets dessus. Donc j'étais là, ok, alors là je vais essayer de trouver une idée un petit peu sexy, de pouvoir la vendre au directeur de l'école et qu'il accepte de me faire passer ça en stage, quoi. Ouais. Donc je me suis toujours dépatouillée comme ça. Puis après je pense que les choses sont bien faites, tu vois, en multipliant les projets, ça c'est vraiment une chose que j'ai retenue, c'est que plus tu tentes de choses, plus du coup tu apprends sur toi. Tu comprends ce qui te plaît pas et tu comprends ce qui te plaît. Donc là, des projets extra-scolaires pour dans ce que tu dis. Ouais, exactement. Et donc, petit à petit, je me suis détachée en fait des bonnes notes à l'école et j'étais là. En fait, c'est juste un diplôme. Je sais que je veux pas de CDI. Donc, que j'ai un 20 sur 20 ou un 8 sur 20, en fait, personne va m'attendre à la fin de l'école. Enfin, il y en a qui m'attendront, mais moi, je les attendrai pas pour sélectionner ou pas mon CV. Donc, en fait, les notes, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que là, ce qu'on m'apprenne en cours, moi, ça me nourrisse, que j'y prenne du plaisir. Dans 2 ans, je suis plus étudiante, donc autant que je kiffe. Par contre, à côté, qu'est-ce qui me nourrit profondément ? Et donc là, j'ai laissé de la place pour mes projets. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire, mais j'ai envie de poser des questions au monde. Ok, j'y vais. Je vais tendre mon micro. J'ai envie de lancer ce projet entrepreneurial. Ok, j'y vais. Et donc en fait, j'ai commencé à tester plein de choses à côté des études et à beaucoup moins me flageller à la vie étudiante hyper sérieuse. Faut rendre ce dossier. Oh mon Dieu, pression de ouf. Il faut vite le ficeler et tout. Non, j'étais là, YOLO. On s'en occupera demain, tu vois. Chose qu'avant, vraiment, c'était inimaginable. C'est quand la pour moi. deadline, minuit, ok, ça va, je suis large. Ouais. Et en fait, moi, j'étais juste là, je veux kiffer ma vie, quoi, tu vois. Et donc, effectivement, il y avait toujours ces peurs des autres qui te revenaient. Mais Victoria, tu fais quoi là ? Enfin, mais tu penses ça dans 2 ans, là qu'est-ce que tu vas faire ? Et je dis, mais arrêtez de me poser cette question dans 2 ans. Enfin, qu'est-ce qui se passe là ? Waouh, je peux mourir demain. Et ça s'est fait vraiment petit à petit, mais la grosse pression, je l'ai ressentie à la fin de ma dernière année d'études, en fait. Okay. Parce que, en plus, ça a concordé avec le Covid. Et donc, t'oses vraiment affronter ces questions-là. Tu te retrouves face à toi-même. Et puis, tu te dis, ok, donc là, vraiment, je termine mes études. Tout le monde est en train de signer son premier CDI. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Et t'as papa, maman qui sont là. Alors, Victoria, tu vas faire quoi ? Je suis là, oh mon Dieu, quel enfer. Ouais. Et je ne saurais pas vraiment l'expliquer. C'était encore une fois une intuition. Tu vois, je savais qu'il ne fallait pas que je signe de CDI. Et on m'en a proposé. On m'en a proposé plein et ça aurait été tellement plus confortable. Parce que tu repousses ces questions du sens. Tu repousses ces questions de je veux mettre de la conscience dans tout ce que je fais au quotidien et je veux m'épanouir. Tu te dis juste, ok, tout le monde fait ça, on me dit de faire ça, je le fais et je me pose pas de questions et c'est tellement plus simple. Et j'ai été tentée de le faire, mais au fond de moi, il y avait une petite voix qui disait, non Victoria, ne fais pas ça, tu vas te retourner à 40 ans et tu vas regretter. Donc j'ai écouté ma petite voix, j'ai fait confiance, j'ai laissé les projets qui finalement bloquaient
Et j'ai mis plus d'énergie dans les projets qui m'appelaient, notamment le podcast, l'écriture du livre. Et puis après, tout s'est déroulé, quoi. Donc je pense qu'on va en parler. Hein, Ouais, mais, complètement. ouais, les peurs, c'est... Il faut beaucoup d'audace et de courage pour oser affronter ses peurs. Oser affronter le regard des autres, surtout des proches, des parents, et leur dire non, en fait. Tu vois. C'est inconfortable. Mais pour moi, c'était plus inconfortable de rentrer dans les clous que d'oser emprunter le chemin le moins emprunté. Je le voyais vraiment comme ça. Je me dis, je souffrirais plus à me conformer qu'à essayer. Je me dis, à 20 ans, si je n'ose pas et j'essaie pas vivre mes rêves et tenter plein de choses, je le ferai pas à 40 ans. Donc c'est aujourd'hui ou jamais. Et de combien tu as besoin pour vivre, ok, bah let's go, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Tu le disais, en rentrant de l'Inde, tu as commencé à écrire, ce qui était le début de ton livre. Exactement. T'écrivais quoi ? T'écrivais sur quoi ? J'écrivais sur tout, sur la vie. C'était vraiment des pensées qui me traversaient. C'était les prémices des réflexions et du discours que je peux porter aujourd'hui, en fait. Donc là, tu vois, j'ai un certain recul, une certaine maturité qui fait qu'aujourd'hui, je mets des mots dessus et donc c'est fluide pour moi. Mais quand je suis rentrée d'Inde, en réalité, j'avais beaucoup de questions mais peu de réponses. Et écrire, c'était une manière de trouver des réponses. Une manière de m'accepter et de dire, ok, là, tu ressens ça. Là, tu as vécu telle situation, tu t'es senti comme ça. Ok, mais en fait, tu as le droit. Et pourquoi tu as ressenti ça ? Et qu'est-ce que ça traduit du monde ? Qu'est-ce que ça traduit de la société ? Et en fait, ça m'aidait à creuser des sujets. Donc, c'était un peu un doudou pour moi. C'était un échappatoire d'écrire et ça me faisait beaucoup de bien. Plus j'écrivais, plus je sentais que ça me faisait du bien. Et j'ai écrit comme ça de mon côté pendant, je pense, un peu plus d'1 an. Et puis un jour, je me disais, mais en fait, j'aime écrire et je sens que c'est fluide pour moi, tu vois. Et c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise ce que je suis en train d'écrire. Et si c'est des choses qui, moi, m'auraient fait du bien de lire, d'écouter, d'entendre il y a quelques années, ça veut dire que peut-être que ça aiderait des gens aujourd'hui qui aussi se cherchent, qui aussi sont paumés et se disent, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi. Donc, il faut que je le partage. Il faut transmettre ça. Et alors là, je me suis prise au sérieux. Je me suis dit, ok, bah, si tu veux le transmettre, eh ben, fais-en un livre. Et alors là, pendant 1 an, j'étais en échange universitaire en Chine et je me levais 1 heure plus tôt tous les matins pour avancer l'écriture du livre. Parce que je crois beaucoup à l'organisation et à la discipline. Et si je me mettais pas un petit créneau tous les jours, bah, tu procrastines. Tu te dis, oh, bah non, de toute façon, j'ai cours aujourd'hui, puis ce soir, on va aller visiter tel truc, et puis on va aller voir tel ami, puis j'ai babysitting, et puis en fait, tu laisses passer le temps et t'avances pas. Et donc là, c'était un peu mon rendez-vous avec moi-même tous les matins, avant d'aller en cours, d'écrire, d'avancer l'écriture. Et à la fin de l'année, bah, ça commençait à être un peu consistant, et je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à le proposer à des maisons d'édition. Mais tu vois, c'était hyper audacieux et hyper insouciant. Et inconscient, enfin à la fois, tu vois, je me disais, mais allez, pourquoi pas ? Mais tout le monde autour de moi me disait, mais Victoria, t'as pas fait d'études littéraires, t'as 20 ans, il y a des gens, ils attendent leur vie pour être publiés, ils y arrivent pas, c'est encore tes rêves farfelus, mais enfin ouais, essaie quoi. Mais ils me prenaient pas au sérieux, personne me prenait au sérieux, et je savais que personne me prenait au sérieux, donc j'en parlais pas beaucoup. Et... Est-ce que ça vient pas te nourrir au final ? Le fait que les personnes te disent, entre guillemets, c'est pas possible. Alors les jours de moins bien, ça vient te remettre en question. Les jours où tu doutes, parce qu'il y en a, hein, les jours où il fait gris, il pleut, t'es là, ouais, ils ont raison en fait, c'est sûr. Tu vois, je suis un peu trop folle pour penser que ça peut être vrai et que ça peut marcher. Et les jours où t'es full énergie, t'es là, mais en fait j'en ai rien à faire et je vais leur montrer que c'est possible, tu vois. Donc ça, c'est des montagnes russes, mais comme la vie. Hein. Et donc pendant 1 an, avec acharnement, j'ai envoyé mon livre à plein de maisons d'édition et j'ai eu que des refus. Que des refus, jusqu'au jour où il y a eu les fameuses éditions Kiwi qui m'ont pris la main, quoi. Et là, bah encore une fois, vraie leçon de vie, j'étais là, bah vous voyez. Enfin, en fait, il n'y a pas à cocher telle case et avoir tel diplôme pour se dire qu'on pourrait publier un livre. En fait, j'avais envie de le faire. Je sentais profondément qu'il fallait que je partage ces mots parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être nourris de ces mots-là. Et qu'il y a des gens qui ont besoin d'être aidés, en fait. C'était une pulsion, c'était une intuition, c'était en moi. Je me suis dit, ces mots, il faut les partager parce que c'est urgent aujourd'hui de partager ces mots, quoi. Et donc, dès lors qu'on sent cette force en nous, je pense qu'on peut tout dégommer. Mais vraiment,
Et il peut y avoir n'importe quelle peur, n'importe quelle croyance limitante, n'importe quel obstacle sur notre route. Il faut continuer d'y croire parce que ça prend du temps, c'est sûr. Enfin, on aimerait tellement que le lendemain matin, ça y est, ah bah oui, on croit en votre projet, on signe. Mais ça se passe pas comme ça en fait. Et puis ce serait pas aussi beau au Et final. ça serait pas aussi beau, mais t'as tout dit. Non mais bien sûr, parce que du coup, le jour où vraiment j'ai signé, j'étais là, oh, waouh, le poids qu'il y a derrière cette signature, tu vois, il y a quelque chose. Ouais. C'était pas simple. Ouais. Je suis allée la chercher. Donc ouais. Ouais, et on va rester un peu sur l'écriture de ton livre. Donc t'as mis 1 an complet, alors t'avais déjà écrit un petit peu avant, mais 1 an complet à vraiment te concentrer dessus. Oui. Ou un petit peu plus une fois que ça a été validé, ou est-ce que tu peux nous raconter un peu Oui. comment ça se passe au final, Ouais. et puis ce que ça t'a apporté de publier un livre. Ouais, complètement. Et ben entre la signature et la publication, après il y a eu encore une année. Ok. Donc moi j'avais beaucoup évolué finalement entre le moment où j'avais écrit mes premiers mots en rentrant d'Inde et le moment où le livre s'est publié. Et donc il y a pas mal de passages où j'étais là, ouais, c'est quand même assez bébé. Tu vois, je sentais que j'avais besoin de quand même rajouter de la consistance et de la matière. Donc il y a des choses que j'ai enlevées, des choses que j'ai retravaillées, des choses que j'ai rajoutées. Donc après oui, il y a eu encore du travail même après la signature du contrat. Donc voilà pour répondre à ta Donc question. quasiment 3 ans au final pour ton livre. Ouais, grosso modo. Hein. Grosso modo, ouais. Pour être large. Et une fois que ça te fait quoi de la première fois que tu reçois le livre entre tes mains? J'y crois pas. Ouais. En fait, j'y ai jamais vraiment cru et même au moment où la date de publication était fixée, le contrat était signé, j'y croyais pas. Et je me disais, j'y croirais le jour où je recevrai les premiers exemplaires à la maison. Et le jour où je les ai reçus et que je l'avais entre mes mains, j'y croyais toujours pas. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que je vais y croire un jour? Tu vois, ça me paraissait tellement impossible en fait. Et bah, petit à petit, ça te rattrape et tu finis par y croire parce que voilà, ça change quand même ta vie. Enfin, plein de sollicitations qui arrivent, des messages, des trucs, ça te rattrape et t'es obligé par force d'y croire, quoi. Mais j'ai mis du temps. J'ai vraiment mis du temps avant de me dire... waouh, ça il est entre tes mains, c'est toi qui l'as écrit et il est là quoi. Ouais. Ça a pris vraiment du temps. Et tu vois, c'est rigolo que tu me poses cette question parce que je crois que j'ai vraiment réalisé en fait qu'il y a quelques mois là, même quelques semaines quand j'étais au Maroc, j'ai pris un exemplaire de mon livre avec moi. Ouais. Un peu comme un bébé, tu vois, j'en ai toujours un sur moi. Bah là, malheureusement, j'ai donné celui que j'avais hier et du coup, tu l'as pas, mais j'aime bien toujours avoir un exemplaire sur moi et en fonction des personnes que je rencontre sur ma route, parfois je les donne, tu vois. Et donc là, je suis partie 3 semaines au Maroc et j'en ai pris un dans mon sac à dos. Et dès le premier soir, arrivée au Maroc, j'ai été accueillie par hasard chez une famille marocaine qui s'est intéressée à ce que je faisais. Et donc, je leur ai parlé de mon parcours, mais c'est comme si je leur présentais ma vie avec un recul de fou. Et j'étais là, waouh, en fait, c'est vrai que j'ai fait ça cette année. Et quand je leur ai tendu mon livre et que je leur ai montré, et je voyais les étoiles dans leurs yeux en mode, waouh, t'as publié un livre. Et je crois que c'est là vraiment que j'ai réalisé, je me suis dit, oh, punaise, mais c'est vrai que ce livre, il est à moi. Et ça, je me souviens que ça m'a fait quelque chose. Là, il y a quelques semaines, quand j'ai donné ce livre à Oussama, donc il s'appelle, et qu'il y avait toute sa famille autour qui regardait le livre, et j'étais là, ouais, c'est vrai. Ça m'a fait un petit déclic, tu vois, là que j'y pense parce que tu me poses la question, mais ça m'avait fait quelque chose, ouais. Chouette. En parallèle du livre, t'as créé un podcast. Oui. Un petit truc, là. Toi comme toi. Qui prend un petit peu de temps. Oh, juste un peu. Juste hein. un petit peu. Ouais. Nouvel œil. Nouvel œil. Pourquoi t'as lancé ça? Pourquoi? Pour répondre à des pourquoi. Ouais. C'était encore ce goût du questionnement et ce besoin de trouver des réponses à mes questions quand j'avais autour de 20 ans et que j'étais paumée et que j'étais là, mais qu'est-ce qu'on fait d'une vie? Qu'est-ce qu'on retient d'une vie? Qu'est-ce qu'une vie? Qu'est-ce que réussir sa vie? Là où on nous a toujours dit que c'était avoir les armoires remplies, et je sais que c'est pas ça, mais du coup, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'amour? Punaise, ce truc qui tombe dessus aussi était là, mais ouah, sort de ma tête un petit peu. J'aimerais, je sais pas, arriver à gérer ça. Est-ce qu'on apprend à gérer ça? Comment les gens font pour être amoureux et pour vivre avec l'amour? Qu'est-ce que la confiance en soi? Enfin voilà, toutes ces questions qui font nos vies en fait. Et face à ces questions-là, gros vide et zéro réponse. Donc je me suis dit, je vais aller les poser à des personnes qui m'inspirent, qui ont un certain recul sur la vie et qui surtout aujourd'hui sont épanouis dans ce qu'ils font.
qui inspirent le monde, qui ont cru en leurs rêves et qui se sont justement autorisés à croire en eux sortis des études et qui se sont pas dit je prends ce chemin parce que c'est la sécurité et parce qu'on m'a dit qu'il fallait prendre ce chemin. Okay. Mais j'ai envie de prendre ce chemin B qui est beaucoup plus sinueux, qui m'appelle, je sais pas du tout où j'avance, c'est le brouillard complet, mais j'y vais. Et j'ai eu envie de me confronter à ces gens qui disaient j'y vais. Et plus je me confrontais à ces gens-là, plus ça me nourrissait mais d'une puissance et j'apprenais tellement sur moi et je pense que c'était une thérapie personnelle, tu vois, chaque rencontre, j'étais là mais merci, merci, tu vois. Et puis au-delà de ça, c'est un incroyable moyen de se cultiver, d'apprendre sur plein de sujets différents parce que je me contente pas à juste l'écologie, même si je parle beaucoup d'écologie. Je vais autant, la semaine dernière, j'étais avec François Bunel, qui est journaliste culturel. Je rencontre des personnes mais juste incroyables qui sont des lumières, tu vois. Et ça peut autant être un garçon que je rencontre dans un train qui m'inspire par sa façon de vivre et d'être présent au monde et d'exister le monde. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'il traverse son existence avec autant de poésie, tu vois, comment il voit la vie, comment il voit les gens. Et j'ai vraiment commencé à... Je pense que je l'avais toujours en moi, mais j'ai encore plus cultivé ce goût pour l'humain et pour la préciosité qu'on pouvait avoir au fond de nous, tous. Et j'ai commencé à être curieuse de tout, mais surtout de tout le monde. Et à aller chercher le beau en chacun. Et à essayer de comprendre les gens. Tu vois, de me dire, ok, donc cette personne a ce parcours de vie. Et c'est vraiment des parcours de vie que je mets en avant sur Nouvel Oeil. Pourquoi telle ou telle personne en est où elle est aujourd'hui ? Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi quelqu'un décide du jour au lendemain d'écrire des livres ? Pourquoi quelqu'un décide du jour au lendemain de faire de la peinture, de faire du surf, de faire des films, de faire des podcasts, tu vois, qu'est-ce qui fait dans son passé que aujourd'hui il en est amené à faire ça ? Et moi c'est ça qui m'intéresse en fait. Et ce goût plus du questionnement, même de transmission, parce que je me dis sans transmission en fait on n'évolue pas en tant qu'humain, en tant qu'espèce, et on ne tire pas de leçons du passé. Et donc on construit pas le futur correctement. Et si on en est où on en est aujourd'hui aussi d'un point de vue environnemental, c'est qu'on tire zéro leçon. Et qu'on passe nos vies aveuglées avec notre ego qui prend trop de place et à croire des schémas qui sont faux et à vivre pour d'autres et à pas se poser les bonnes questions. Et donc je me suis dit, faut s'inspirer des gens qui se posent les bonnes questions, qui inspirent, qui changent le monde. Et c'est comme ça qu'à plus large échelle, on pourra passer de 20% d'éveillés à 100%. Donc à 2 milliards, à 8 milliards, quoi. Donc c'est un petit peu ça qui a été le moteur de Nouvel Oeil et ça m'a rattrapée. En fait, je me suis dit, mais c'est une passion et je veux faire ça toute ma vie, quoi. Ouais. Et t'as reçu plein de personnes de ouf, plein de personnes que j'adore aussi. On en a quelques-uns en commun. Je pense à Laure, tiens d'ailleurs. Laure Babin, pour le coup. Je vois juste après. Exactement, qu'on salue. Qui nous attend pour déjeuner. Donc tu vas te dépêcher à clôturer cette interview, là, Mon Théo. podcast est plus long que le tien, va falloir t'y faire. Et comment tu t'as fait aussi, parce que parfois je me dis, waouh, elle a reçu des gens de ouf. Comment tu fais pour les avoir ? Est-ce que ça se fait en un claquement de doigts ? Voilà, comment ça marche ? Ouais, mais tu vois, avant de répondre à cette question, il y a une autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un est ouf ou pas ? Exactement, ouais, très bonne question. Et je veux pas faire croire qu'être ouf, c'est passer à la télé tous les jours et être reconnu dans les médias. Ouais. Et tu vois, ça c'est souvent quelque chose qu'on me dit que waouh, t'as reçu un tel, c'est ouf. Et je suis là, oui, mais j'ai reçu aussi un tel qui est tout aussi ouf, mais c'est juste qu'on n'en parle pas. Voire parfois plus ouf en fait. Enfin, ça veut rien dire au final. Ouais. Mais tu vois, je me disais, mais en fait, vous identifiez pas les gens en fonction de ce qu'ils ont fait et des étiquettes et de s'ils sont passés à la télé ou pas et combien de parutions ils ont eu dans le journal, parce que ton voisin de train, il est ouf aussi, tu vois. Il faut juste que tu ailles voir le ouf qu'il y a en lui et que tu apprennes à le connaître et à creuser ce qu'il y a au fond de lui. Ouais. Donc tout le monde est ouf. T'es ouf, t'es aussi ouf que François Bunel, tu vois. Et après, pour les contacter, forcément, des gens qui passent pas à la télé tous les jours sont plus accessibles. Donc, un simple message fait l'affaire. Et pour des personnes comme Augustin Trapenard ou Maud Ankawa ou, je sais pas, Lorraine Bastide, etc. Et encore une fois, c'est la persévérance qui paie. Donc c'est des relances. C'est pas avoir peur d'être chiant. C'est se dire que au pire, il dira non, je le verrai jamais. Au pire, il va se dire, elle est trop chiante, je finis par lui dire oui, et auquel cas, j'ai mon interview et je suis trop contente. Tu vois. Donc,
Donc c'est pas avoir peur de relancer et j'emploie tous les moyens de contact possibles et imaginables parce que j'ai pas de carnet d'adresse. Ouais. Tu vois, j'ai pas papa qui habite à Paris et qui peut me dire ah mais je te mets en relation avec lui, t'inquiète, tu vois. Donc j'appelle moi-même les attachés de presse. Quand ils répondent pas, je laisse des mails. Quand ils répondent pas aux mails, je fais des relances. Quand j'ai le numéro, j'appelle. Quand ils répondent pas, je laisse un message. C'est tiens, sur Insta, même s'il y a je sais pas combien de followers, je tente mon coup quand même. Il a répondu. Il a pas répondu, mais il a mis vu. Il a mis vu. Alors là, ok, je relance. Mais il a revu. Je relance. Et donc vraiment, c'est juste, je bourrine quoi. Ouais. Franchement, c'est le mot. Partout où je peux, je bombarde et puis ça paye. Ouais. Ok, chouette. Voilà. Et comment tu les choisis ? Intuition. Ouais. Encore cette fameuse intuition. C'est des ressentis, ouais, tu vois, ça peut être autant un film que je vais voir ce soir et où je vais me dire waouh, mais telle actrice, elle dégage vraiment quelque chose et je sens qu'elle a une profondeur, elle a quelque chose à dire, elle partage des beaux messages, même si son rôle fait qu'elle joue la méchante, en fait, je vois en elle quelque chose de ouf et j'ai envie de lui tendre mon micro. Ce livre que je vais lire de waouh, la vision de cet auteur, mais ok, bingo. Cette personne que je vais rencontrer au coin de la rue qui va me dire bonjour et je vais commencer à lui parler, puis parcours de vie de dingue, viens on se revoit dans 3 jours, on enregistre un podcast. Donc tu vois, c'est vraiment dans le quotidien que je choisis mes gens, c'est dans la vie. Ok. Et alors, pour le coup, moi, parfois, on me pose la question quel est ton épisode préféré, mais je vais pas te poser cette question parce que moi, je suis incapable d'y répondre. Merci. Merci. J'étais là, mon Dieu. Du coup, me la pose pas parce que c'est horrible. Je ne te la pose pas. Mais qu'est-ce que tu peux retenir de... Est-ce qu'il y a des épisodes... Alors moi je dis à chaque fois en fait chaque épisode est unique et donc de chaque épisode j'en retiens quelque chose. Toi et tu l'as dit un petit peu tout à l'heure et moi c'est le cas aussi parce que les épisodes arrivent toujours à un moment où il faut. Tu vois, tellement on est d'accord. C'est assez fou, tu vois. Moi, Ouais. ça m'est déjà arrivé, tu vois, des fois d'avoir des épisodes où en gros c'était une semaine dans le rush, je faisais plein de trucs, j'étais fatigué et je tombe sur quelqu'un qui dit faut prendre le temps de faire les choses. Je suis là, ouais, j'entends tes propos. Lâcher prise. Je à ce moment-là, ouais, tiens, c'est ça. Lâcher prise. Oui. J'entends. Je vais réécouter l'épisode, il a l'air intéressant. Non mais oui, tellement. Et ouais, est-ce qu'il y en a qui t'ont fait plus réfléchir que d'autres, ou il y en a, et je te demande pas forcément de donner des noms, tu vois, c'est pas l'objectif, mais est-ce qu'il y a des, est-ce que c'est, tu vois, quand tu vas sur quelque chose que tu connais absolument pas, que là ça t'apporte plus, ou est-ce que, enfin voilà, je sais pas si tu veux partager particulièrement des épisodes qui t'ont plus marqué que d'autres, mais comme toi, en fait, ils arrivent tous au bon moment dans ma vie. Donc, ils me marquent tous et ils me touchent tous au point qu'il faut toucher au moment T, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas de préféré. Tous, à leur manière, ils me transforment un petit peu. Et je ressors toujours un petit peu différente à la fin d'une interview. Ouais. Par contre, le point commun qu'il y a et là où ils se retrouvent tous, c'est qu'en fait, c'est des gens qui ont compris qu'ils avaient qu'une vie. Et qui se sont détachés du regard des autres. Vraiment. Qui se disent, mais je vis pour moi, finalement. Et à la fin de la fin, quand je me retournerai, si j'ai plu à un tel ou à un tel, j'en aurai rien à faire. Mais c'est plus moi et mes regrets. Est-ce que j'ai des regrets ? Est-ce que j'ai osé ouvrir la porte à droite quand on m'a dit d'ouvrir à gauche ? Et quel film je veux faire défiler de ma vie ? Et c'est des gens qui sont conscients que chaque jour, ils tournent une nouvelle pièce du film qu'ils voudront faire défiler à 90 ans. Ils le font en conscience et ils osent le faire. Et ils n'ont pas peur. Enfin, ils ont peur, mais ils dépassent ces peurs. Elle est là la nuance, tu vois. Et tous, ils se rejoignent là-dessus. Tous. Et c'est trop beau. Tu partages tout ce que tu fais, tu partages alors évidemment via ton podcast, mais au-delà de ça via les réseaux, LinkedIn, Instagram, via les conférences que tu peux faire aussi, on y reviendra. Ouais. Pourquoi tu partages ? Pour transmettre. Pour transmettre quoi ? Pour transmettre cette urgence de se réveiller, d'éveiller les consciences. Ouais. Et tu vois, c'est même pas un pourquoi je le fais, c'est plus je me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Parce qu'une fois que tu prends conscience, donc là je vais mettre le sujet de l'écologie sur la table, mais quand tu prends conscience qu'on suit un modèle de société qui ne nous rend pas heureux, mais qui au-delà de ne pas nous rendre heureux, détruit la société, l'humanité et l'environnement, mais la planète s'en sortira bien mieux sans nous, donc c'est vraiment l'humanité qu'on est en train de détruire.
bah, t'as envie de faire quelque chose en fait. Et tu peux pas te dire je reste un bon petit soldat et je continue d'avancer tête baissée en mettant des œillères, tu peux pas. Et t'as envie d'alerter tout le monde, de dire mais réveillez-vous et n'attendez pas d'avoir 40 ans, de faire un burn-out pour vous rendre compte que c'est pas les armoires remplies et les étiquettes qui vont vous rendre heureux. Et c'est pas non plus la fuite perpétuelle dans des relations, dans des couples, dans de l'achat compulsif qui va faire que demain vous serez plus épanoui. C'est aujourd'hui oser affronter ces questions du sens, de qui vous êtes. Oser vous poser avec vous-même dans le vide et juste mettre tout en sourdine. Aller dans la nature et vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens. Se reconnecter à vous, tu vois, enfin à toi, qu'est-ce que tu ressens, te reconnecter à tes émotions, à les accepter et à renouer avec cette fameuse intuition en fait. Donc moi j'ai envie, mais plus que tout, de partager ces messages de apprends à te connaître toi en fait, au plus tôt possible, parce que c'est l'histoire d'une vie, donc commence le plus jeune possible. Et ça demande d'aller vers l'inconfortable, ça demande de se poser et d'affronter ces questions qui font hyper peur et qu'on repousse tout le temps. Et d'éviter cette fuite perpétuelle. Donc tu vois, je le disais, on passe nos vies à se fuir, que ce soit dans des relations, dès qu'on sent un vide en nous, vite, faut que je trouve un amoureux, une amoureuse parce que elle va combler ce vide que j'ai en moi. Bah non, en fait, toi, ce vide, essaie déjà de le combler toi-même, essaie de comprendre pourquoi il est en toi. Qu'est-ce qui fait que dans ton passé, t'as vécu telle chose qui fait qu'aujourd'hui t'es comme ça, bah essaie de te comprendre, comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui te plaît. Comment tu peux toi-même impacter le monde ? Qu'est-ce qui fait que chaque matin tu te lèves et que ça peut te rendre heureux, ça te fait sourire ? Et comment tu peux transformer ça à plus large échelle pour apporter ta pierre à l'édifice dans la société ? Et une fois qu'on a fait ça, bah c'est là qu'on agit à plus large échelle et qu'on transforme le monde dans son ensemble, tu vois. Et ça, punaise, j'ai envie de le crier haut et fort parce qu'en fait, on a tout intérêt à mettre plus de sobriété dans nos vies, à se détacher du superflu, à se recentrer sur ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui est l'essence même d'une vie, tu vois. Et on passe nos vies dans le faux, pour beaucoup, tu vois. Et je me dis, mais non les gars, non. Et en fait, ça m'attriste, parce que une fois que toi t'es conscient de ça, tu vois les gens qui sont empêtrés là-dedans. Et du coup, t'as envie d'enlever toutes ces couches. Mais tu peux pas le faire pour eux. Donc, à la place de le faire pour eux, bah, tu peux au moins tenter de les éveiller et de créer ces déclics pour qu'eux-mêmes, après, ils s'en emparent et qu'ils dénouent petit à petit. Et donc, une fois qu'il y a eu ça, donc cette écologie intérieure que j'appelle, une fois qu'il y a eu ce travail intérieur de fait, bah, tu peux dégrossir à l'urgence climatique et te dire, là, en fait, les gars, on avance à toute vitesse dans un mur. Mais ce mur, il n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, il est là déjà aujourd'hui. Il y a des personnes qui subissent les conséquences du réchauffement climatique. Déjà aujourd'hui, mon père qui est agriculteur cet été, rendement agricole divisé par 2 parce que des sécheresses, parce que des restrictions d'eau. On est en 2022. Vraiment. Et les rapports du GIEC, c'est pas juste des rapports qu'on lit et qu'on range dans le placard parce que ça fait peur. C'est des choses qu'il faut oser garder dans ses mains et mettre au quotidien dans nos vies, de se dire, ok, là, je vais faire mes courses demain. Comment je fais mes courses de sorte à ce que j'ai le moins d'impact possible ? Donc accepter de manger moins carné, accepter d'arrêter le plastique, accepter de peut-être mettre un budget plus élevé dans son alimentation, mais c'est quand même ce qu'on met dans notre corps. Donc au-delà de protéger l'environnement, c'est aussi se faire du bien à soi. C'est arrêter de manger transformé avec des colorants, avec des pommes qui ont fait 3 fois le tour de la planète, mais qui sont beaucoup moins chères, mais qui sont plein de pesticides. Qu'est-ce que tu mets dans ton corps ? Qu'est-ce que tu mets sur ton visage, sur ta peau ? Comment tu t'habilles ? Et donc en fait, c'est tout un rapport au monde, au-delà du fait que tu agis positivement en étant dans la sobriété. C'est pas juste des clivages de arrêter la viande, arrêter l'avion, arrêter tout ce qui peut nous faire plaisir. C'est comment au quotidien, tu repenses ton rapport au monde de sorte à ce que toi, tu sois plus aligné et donc plus en conscience dans tes relations, dans tes actions. De peut-être moins en faire, mais en faire mieux. Moins t'habiller, mais mieux t'habiller. Moins manger, mais mieux manger. C'est vraiment ce moins, mais mieux, j'y crois tellement. Et donc, ça pourrait être le sujet d'une conférence, c'est un podcast, donc je vais couper court. Je pourrais m'étaler sur le sujet pendant tellement longtemps. Mais tous ces messages-là, c'est devenu pour moi urgent de les partager parce que, tout simplement, on a tout intérêt à orienter nos vies vers ça. Donc, il faut le crier partout. Dans les médias, dans les conférences, dans les podcasts, dans les livres.
Et c'est devenu une mission de vie, en fait, vraiment, tu vois. C'est en moi. Ça m'habite. Voilà. Ça s'entend, ça se voit pour le coup, et ça s'entend. Est-ce qu'il y a un moment où tu as réalisé que tu avais de l'impact ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un moment ? Ça s'est fait petit à petit. Et je pense que je le réalise par période. Par période où je sens que c'est trop, parfois. Tu vois, il y a... T'entends quoi dans le trop, ouais. Parfois, il y a beaucoup de sollicitations d'un coup. Et à la fois, tu peux sentir aussi des attentes parce que les gens, il y a certaines personnes, c'est rigolo parce que j'en parlais avec une amie hier, qui te mettent sur un piédestal du coup, parce que tu as créé des déclics en eux qui ont, tu vois, la lecture d'une page dans le livre ou à l'écoute d'une phrase dans une de mes interviews sont là. Oh, j'ai pris telle décision dans ma vie et ça a changé ma vie. Et toi, t'es là, waouh, la puissance. Et en même temps, à la fois, c'est hyper beau et à la fois, ça te met une responsabilité quand même incroyable sur tes épaules. Et les gens attendent aussi du coup, c'est quoi le prochain projet ? C'est quoi le prochain truc ? C'est quoi le prochain... Et moi, je suis juste à me dire, mais je suis humaine, en fait, et j'essaie juste de faire mon mieux. Et je me rends pas compte que ça peut changer la vie d'autant de personnes. Et parfois, c'est trop parce que t'as envie d'aider tout le monde. Et quand tu reçois des messages, t'as envie de répondre à tout le monde, t'as envie de prendre le temps pour tout le monde. Et jusqu'à longtemps, j'ai négligé l'énergie que ça me prenait. Et comme pour moi, comme je te le disais, c'est une mission de vie, j'avais envie d'aider tout le monde, de répondre à tout le monde, de prendre le temps pour tout le monde, d'appeler tout le monde. Et en fait, vite, tu te dis, mais en fait, c'est de l'énergie. Et c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Et apprendre à se préserver, c'est quelque chose qui n'est pas facile et j'y travaille beaucoup. Mais effectivement, il y a des jours où je me dis, là, c'est trop. Et quand je me dis, là, c'est trop, c'est peut-être les moments où je me rends compte de l'impact que j'ai. Et au-delà des écrans, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais tu vois, les deux dernières fois où je suis allée à Paris, les 2 fois, il y a quelqu'un dans la rue qui m'a dit excuse-moi, t'es pas Victoria Guillaume. Et moi, mais ça me paraît lunaire. Et ça me gêne tellement. Et je me cache, vraiment, je mets ma main sur mes yeux, je me dis, mais oh mon Dieu. Je me dis, oh mon Dieu, mais oui, c'est moi, mais Et tu vois, j'y crois pas, enfin, quelque part, tu vois, parce que je fais tellement ça, moi, pour les autres, pour aider le monde, avec tellement d'humilité que je me rends pas compte de l'impact que ça peut avoir. Et le jour où effectivement on me dit waouh, j'adore ce que tu fais, je suis là, oh, non mais il faut pas, enfin tu vois, je me rends compte de l'impact et en même temps je veux pas m'en rendre compte parce que ça peut faire peur. Et ça peut faire peur, ouais, c'est vraiment le mot. Je pense que ça me ferait peur de réaliser l'impact que ça peut avoir et surtout je veux pas surtout pas m'éloigner de cette humilité. Et donc je sens que j'ai de l'impact parce que je vois bien les messages que je reçois quand je vois des personnes qui ont 80 ans qui me disent mais ça m'a fait prendre un tel recul sur ma vie. Je suis là, mon Dieu, mais c'est un papy. Et ça te met les larmes aux yeux, en fait, tu vois. Et donc oui, je pense que tous les jours, parfois, ça te rappelle un petit peu. T'as des situations, des messages qui te rappellent l'impact que tu peux avoir. Voilà, pour répondre à ta question. Carrément. Et c'est quoi, t'en as un petit peu parlé, mais ton rapport avec les réseaux sociaux, justement J'essaie qu'il soit le plus simple possible. Et là, tu vois, je suis partie, donc au moins une fois par an, j'essaie de couper 3 semaines, 20 jours, et de mettre en veille tous les réseaux sociaux, et de partir seule, pour vraiment me retrouver toute seule. Donc partir dans un pays que je connais pas. Là, cette année, je suis partie au Maroc, sans avion, pour allier ça avec l'écologie. Et donc, téléphone en sourdine, toute seule, et là, tu te détaches de ton identité en France, de ce que tu connais, de ce que t'as l'habitude de faire, parce que comme mes projets m'habitent, c'est mon quotidien, donc je décroche très rarement. Enfin, c'est compliqué de dissocier vie pro, vie perso, c'est moi, tu vois. Et donc là, j'ai pris un vrai recul sur tout ça, et notamment sur l'omniprésence des réseaux sociaux. Et je pense que, comme pour beaucoup, on a vite fait de tomber dans ce panier-là, et d'en faire une bouée de sauvetage, Et je me rends bien compte qu'Instagram, c'est un piège. Et j'essaie de m'en protéger au maximum, de limiter mon temps passé dessus, de désinstaller même l'application. Parce que je sais que si je l'ai sur mon téléphone, je vais avoir 5 minutes dans un bus, je vais ouvrir Instagram pour répondre à 2-3 messages. Et dans ma tête, je vais me dire, ok, je m'avance pour répondre aux messages. Et comme ça, je réponds à un maximum de messages. Et en fait, c'est hyper malsain, parce que tu décroches jamais.
Et moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'être consciente au quotidien et dans chaque moment. Donc, quand je suis dans un bus, j'ai envie d'être consciente de la personne qui est à côté de moi. J'ai envie de lire, j'ai envie de mettre des écouteurs et de laisser mon esprit s'évader. Mais j'ai pas envie que mon premier réflexe, ça soit ouvrir Instagram. Et ça, ça fait plusieurs mois que j'y réfléchis de comment gérer ça. Et le Maroc, ça a été un gros déclic parce que je me suis rendu compte de mon état de présence, en fait. Et de ma capacité de concentration, d'être patiente. Et je voyais que c'est quelque chose que j'avais quand même perdu avec les réseaux sociaux. Et je me suis dit, je veux pas retomber là-dedans en revenant en France. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'application, je la réinstalle que 2 fois par jour sur mon téléphone. Donc je le fais le matin et en fin de journée. Et après, quand je me mets en mode travail, que j'ouvre mes mails, j'ouvre Instagram et je me mets en mode ok, donc là, je réponds à des messages. Et donc à chaque fois que j'y vais, maintenant, c'est avec de la conscience derrière. Je me dis là, j'y vais pour répondre à des messages. Là, j'installe l'application parce que je veux publier une story, partager une information. Et c'est pas juste du scrollage bête et méchant de oh mon dieu, j'ai un coup de mou, je vais aller voir ce qu'un tel a fait. Et au final, ça me plombe encore plus dans mon coup de mou parce que putain, mais trop bien ce qu'elle fait, mais moi je suis trop nulle, mais tu vois. Et là-dessus, on tombe tous dans le panier. Ouais. Et les réseaux sociaux sont faits de sorte à ce qu'on tombe dans le panier. Et c'est des mécanismes hyper vicieux qui sont bien pensés pour qu'on tombe dans cette addiction. Et les créateurs même de Facebook, Instagram interdisent à leurs enfants d'utiliser les réseaux sociaux. Donc c'est bien qu'il y a un réel danger en fait. Et donc une fois qu'on est conscient de ce danger, comment faire au quotidien pour pas tomber dedans? Donc j'essaie à la fois d'apporter de la conscience et d'alerter aussi autour de moi de ces dangers-là. Mais plus que d'alerter, d'incarner au quotidien le fait que moi je me préserve. Parce que si moi-même je continue à être complètement addict et dépendante des réseaux sociaux, je peux pas après dans mes conférences dire « protégez-vous des réseaux sociaux », tu vois, ça n'a aucun sens. Donc j'en fais un outil parce que c'est un incroyable outil. Et en fait, je veux pas lyncher les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, ça m'aide à partager ces messages et à fédérer des gens, à aider des gens et à apporter de la conscience au monde. Voilà, LinkedIn, ça m'a dépassé récemment. Ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur, mes posts. Et c'est un incroyable levier de communication pour partager des informations sur l'environnement et pour sensibiliser les gens. Donc, utilisons ce canal de communication pour faire qu'on soit pas que 2 milliards à être réveillés, mais qu'on soit 8 milliards, tu vois. Donc, j'essaie de vraiment utiliser cette puissance des réseaux sociaux pour en faire quelque chose de constructif en évitant le côté destructeur. Okay. Voilà, donc c'est un peu tout l'enjeu. Ouais. Et alors, je reviens sur ta conscience écolo. J'imagine qu'elle aussi, elle a évolué au fil du temps. Ouais, via des lectures, des rencontres, je suppose. Aujourd'hui, effectivement, tu étais même dans les top LinkedIn Voice Green, quelque chose comme ça. Je ne sais pas quel est le terme exact, mais voilà, c'est à peu près ça. Green influenceur, Top Voices, ouais. Bravo. Enfin, en fait, alors, pour être plus précise, j'ai été LinkedIn Top Voices nouvelle génération. Okay. Et après, j'ai été sélectionnée dans le classement Favicon des meilleurs influenceurs dans la partie écologie. Ok. Voilà. Cool. Et en fait, ça te met aussi là dans une posture. Oui. Et même, on avait échangé, tu partages ce que tu peux faire avec Total parfois sur les réseaux, les échanges que tu peux avoir avec Total. C'est assez énorme. Oui, oui, c'est assez fou. En fait, au-delà et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est au-delà de l'impact que tu vas avoir sur les gens, les personnes qui te suivent. Oui. C'est en fait, aujourd'hui, tu es devenue militante. Je ne sais pas si tu aimes le terme ou pas. Quelque part. Enfin, en je tout cas, m'engage. Tu t'engages, exactement. Tu t'engages et ce qui est chouette, c'est que au-delà de juste transmettre des informations, tu as toute la partie qu'on ne voit pas forcément, sur laquelle tu t'engages. Oui, qui prend beaucoup d'énergie et de temps. Beaucoup d'énergie et de temps, j'imagine. Et pourquoi tu as voulu faire ça là aussi Parce que tu pourrais, entre guillemets, juste éveiller des consciences, comme tu le dis, ce qui est déjà énorme, hein, on est d'accord. Ouais. Mais tu fais un truc, t'en fais plus, quoi. C'est vrai. Parce qu'encore une fois, c'est en moi. Et je ne me vois pas faire autre chose. Et c'est une urgence qui est telle qu'aujourd'hui, j'essaie de le faire avec douceur et d'éveiller les consciences parce que je crois profondément que quand tu brusques les gens et quand tu leur dis quoi faire, on n'a pas envie d'y aller. Et quand tu leur dis, encore une fois, il faut arrêter ci, il faut arrêter ça, et les culpabiliser, juste ils te disent, mais laisse-moi tranquille, t'es qui pour me donner des leçons, t'es qui pour me dire comment je dois vivre ma vie. Et donc, l'éveil des consciences, c'est une façon de leur tendre la main pour qu'eux-mêmes, ils aient ce déclic et qu'eux-mêmes, ils voient les intérêts qu'ils ont à agir positivement pour l'environnement, et que donc, ils changent, et qu'après, eux-mêmes, ils soient
des relais pour inviter au changement autour d'eux. Donc ça, je le fais via le podcast, je le fais via mes livres, via mes conférences et via aussi les concerts. On a créé un trio artistique avec Oyana, qui est danseuse, et Nicolas, qui est pianiste. Et j'ai créé une association derrière tout ça qui s'appelle Nouvel Œil sur le monde. Et on fait des concerts, donc à travers l'art, on essaie d'éveiller les consciences. Parce que je pense que quand tu touches l'émotion des gens, il n'y a pas plus puissant. T'as beau faire lire n'importe quel rapport du GIEC et montrer n'importe quel docu, en fait, quand tu touches le cœur des gens et que tu fais tomber une larme ou que tu... Tac, ah ouais, là t'as pincé quelque chose, waouh, c'est d'une telle puissance. Donc on essaie, par l'art, de faire des concerts et d'éveiller un maximum de conscience. Donc ça, c'est, voilà, comme tu disais, la partie vraiment éveil des consciences. Après, il y a un autre levier qui, pour moi, est indispensable aussi, c'est, t'as beau éveiller 1000 consciences, en fait, si t'as un Total Energy qui continue d'aller puiser du pétrole en Ouganda et en Tanzanie, alors que le rapport du GIEC est clair, aujourd'hui, il ne faut plus sortir une seule goutte de pétrole du sol si on veut espérer rester en dessous des 1,5 degrés. Donc c'est clair, c'est écrit noir sur blanc et c'est des scientifiques qui travaillent dans le monde entier pour sortir des rapports comme ceux-là. Donc là, c'est soit tu décides consciemment, Total dit, je tire une balle dans ton rapport que tu as mis des années à écrire, parce que tout simplement, faut de l'énergie, et puis la croissance, on peut pas l'éviter, il faut continuer, donc ok, on construit le projet ICOP en Ouganda et en Tanzanie. On va faire le plus gros oléoduc chauffé au monde de 2400 km. On va traverser le lac d'eau douce, Victoria, Albert, même s'il y a des milliers de populations qui dépendent de ce lac d'eau douce. Il y a aussi plein de réserves naturelles qui sont préservées, mais on est conscient, on va bousiller ces réserves naturelles en passant au milieu. Et puis, on va aussi traverser des quarantaines de villages qui sont préservés et puis priver des populations entières d'eau, d'alimentation, de leur culture. On est conscient, mais les gars, il faut du pétrole parce que la croissance, c'est la vie. Et aujourd'hui, on vit dans un monde mondialisé, donc il faut continuer la croissance. Sinon, c'est les Chinois qui vont y aller. Bah ouais, mais les gars, si vous continuez, tout le monde continue. Donc en tant que Total, si vous dites pas on arrête, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le rapport du GIEC qui alerte, il y a le réchauffement climatique qui arrive, et là, il faut se bouger massivement. Si on dit pas ça, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et t'as beau alerter tout le monde, si t'as des puissants monstres comme Total qui continuent, mais t'es fichu. Et donc, une fois que t'es conscient de ça, t'as juste envie d'aller parler à Total. Et au-delà j'ai été aussi dans ce côté militantisme, comme tu disais, aller faire des manifs pour essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. C'est une façon d'agir. Moi, c'est une façon qui me prend beaucoup d'énergie et dans laquelle je me reconnais de moins en moins, parce que t'as beau militer, ça fait bouger les choses, mais doucement. Et quand Total Energy t'envoie un mail parce qu'il y a un post sur LinkedIn qui a fait trop le buzz, plus de 2 millions de vues, et que du coup ça leur est revenu aux oreilles, et qui me disent « Bonjour mademoiselle Guillaume, on aimerait vous rencontrer pour ouvrir le dialogue », moi j'ai envie d'ouvrir le dialogue, parce que c'est une chance quelque part, tu vois, de se dire... Donc ils nous ont assez entendus en manif, ils nous ont assez entendus sur les réseaux sociaux pour se dire « Ok, on veut ouvrir un dialogue avec vous, qu'est-ce qui vous dérange ?» Et comment on peut essayer de se comprendre. Parce que je comprends bien que Total Energy a aussi des enjeux économiques à respecter. Et qui sont aussi empêtrés dans ce modèle-là. Je comprends bien que des présidents comme Emmanuel Macron ont aussi leurs responsabilités, ont plein d'autres problèmes à gérer, et que, oui, malgré tout, on vit dans un monde mondialisé, qu'on est tous interdépendants, et que si on coupe le robinet dès demain et qu'on prône la décroissance à gogo, on se met aussi dans des difficultés. J'en suis consciente. Et donc, c'est un problème bien plus complexe, géopolitiquement parlant, l'écologie. C'est pas juste, on est des petits bisounours, demain, on arrête le gaz et on allume la bougie pour tout le monde. Tu vois, c'est beaucoup plus complexe. Et ça révèle des problèmes tellement profonds et tellement globaux. Et donc, j'ai envie d'ouvrir ce dialogue-là parce que l'idée, c'est d'essayer de se comprendre et de remettre encore une fois de l'humanité dans ces échanges. Parce que si ça se fait dans la violence, dans les clivages, dans toi t'es le méchant, toi t'es le gentil, toi ce que tu fais c'est bien, toi c'est pas bien, on se tire des balles entre nous. Et pour moi c'est pas constructif. Du moins pas sur le long terme. Et aujourd'hui ce qu'il faut c'est créer des choses qui soient viables sur le long terme. Et surtout qu'on prenne cette question-là à bras le corps, mais tous ensemble, parce qu'elle nous concerne tous. Et
Et Total Energy aussi, dans le fond, est conscient. Et c'est que, voilà, Patrick Pouyanné, il a des petits-enfants. Et je pense qu'il serait très heureux que ses petits-enfants respirent de l'air pur, sans masque et sans air conditionné dans 20 ans. Enfin, tu vois, c'est quand même des gens, on a beau dire, c'est des gens qui ont un cerveau. Et pour être à de telles responsabilités, le cerveau tourne quand même à peu près rond. Donc il y a quelques rouages qui sont bloqués, qu'il faut aller remettre un petit peu d'huile pour que ça coule un peu plus douce, un peu plus fluide, de façon plus fluide. Mais ils sont en mesure de comprendre ces choses-là. Ouais. Et donc il faut leur parler. Donc voilà comment j'en suis amenée à échanger avec Total Energy, à mettre de l'énergie dessus, parce que quand on t'offre, pour moi c'est une chance en fait de t'ouvrir la porte et de te dire viens, je t'ouvre mon bureau, on en parle, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont tes craintes aujourd'hui ? Pourquoi tu milites autant ? Voilà nous nos problèmes aujourd'hui, donc en réalité voilà à quoi on est confronté, voilà ce qu'on peut te proposer, voilà ce qu'on peut essayer de faire, etc. Après, là où il faut aussi être vigilant, c'est qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui cherchent à faire du greenwashing avec ces jeunes engagés et qui savent très bien qu'ils peuvent communiquer sur le fait qu'ils ont rencontré Victoria Guillemont qui est très engagée et vous voyez, on ouvre le dialogue. Donc on est bien pour l'environnement. Ouais. On fait ICOP, mais vous voyez, on a parlé avec Victoria, donc on cherche des solutions. Et là-dessus, je suis très consciente qu'il faut faire attention aussi, parce que je peux être un objet. Tu vois, c'est triste à dire, mais je sais qu'il y en a certains qui peuvent se servir de moi comme un pur projet, un pur, j'arrive même pas à le dire, tu vois, un pur objet de communication de la petite fille écolo, et du coup, ils vont se redorer leur blason en mettant un nom. Et je veux pas tomber là-dedans. Donc après, c'est à moi tout l'enjeu, tout le curseur de où est-ce que je le mets entre voilà, tout l'équilibre de qu'est-ce que je communique sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je communique pas, qu'est-ce que je fais en soum parce que il y a besoin que ce sujet soit bousculé, et qu'est-ce que j'ose communiquer aussi. Donc c'est un vrai taf en fait, tu vois, qui fait pas gagner d'argent pour le coup, mais ça reste du taf et une charge mentale de dingue. Et c'est là où j'en reviens à parfois, tu vois, je me dis c'est trop, et mon père le voit bien, tu vois, il y a des fois où il voit que je passe des journées à lire des rapports, à lire des livres sur l'écologie, et il me dit mais Victoria, tu peux pas prendre le poids du monde sur tes épaules. Et au bout d'un moment, tes livres sur l'écologie, il faut arrêter, tu vois. Et tu pourras pas tout faire, tu pourras pas faire bousculer le monde à toi toute seule. Et je sais aussi qu'il faut que je me préserve. Et ça, j'en suis consciente. Et du coup, je l'accepte de plus en plus et je mets des limites et je me dis, ok, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc ça, c'est un travail à faire sur soi aussi, tu vois, parce que je veux pas m'éloigner de cette paix intérieure que je peux avoir. Et c'est la base. Donc voilà, c'est tout l'équilibre à trouver. Ouais. Comment tu fais justement pour te ressourcer ? Ouais. Alors, moi, j'ai une petite idée parce qu'on était allés ensemble au bord de l'océan, n'est-ce pas ? Comment tu fais pour trouver ces moments de respiration ? Dans mon mode de vie, en fait. Et du coup, là, je vais en venir aux colocations éphémères. Donc, au-delà de la nature, je vais y venir aussi. Mais j'ai un mode de vie assez particulier. En fait, j'ai peur de la stabilité et de la routine. Je pense que dès lors qu'on tombe dans une routine, on s'endort un petit peu et on vit moins intensément. Et moi, j'ai toujours envie d'être dans cet état d'éveil aux choses et cet état d'enfant, un peu où tu découvres la vie, tout est nouveau, et t'es là, waouh, et t'es tellement dans l'instant présent parce que t'es toujours dans l'adaptation, tu vois, ok, qu'est-ce qu'il y a autour de moi ? Et donc, pareil, sortie des études, quand on m'a dit trouve une ville, installe-toi et puis construis ta vie, j'étais là, mais j'ai pas envie de choisir un lieu. J'ai envie d'avoir des lieux. Et comment faire ça ? Comment mêler ça à ma vie à moi et à mes projets ? Et je me suis dit, ce que je vais faire. Donc là, il y a eu une rencontre en réalité qui m'a créé ce déclic-là et qui a fait que je me suis reconnue dans ce mode de vie-là. C'est Arthur Rebeuf, que j'ai interviewé sur le podcast. Time for the Planet. Time for the Planet, qui est devenu mon grand frère de cœur et qui fait des colocations éphémères. Donc il a son pied à terre chez ses parents, il y va de temps en temps, ses affaires sont là-bas, il vit sobrement. Et après, il choisit un lieu en France qu'il ne connaît pas. Il loue quelque chose et il se dit, ok, je pose mon petit sac pendant 1 mois ici. Qui veut venir pour vivre avec moi ici ? Et donc, il télétravaille dans un lieu qu'il ne connaît pas pendant 1 mois. Et il fait ça un peu partout en France. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, j'ai fait une première coloc avec lui en Chartreuse il y a 1 an. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'au-delà du fait que, avec Arthur, on se soit super bien entendu et qu'on ait aussi cette conscience écologique et que donc on nourrit aussi nos réflexions et que c'est trop apaisant,
En fait, t'apprends à découvrir un lieu. Et donc, comme je disais, t'es dans cet état d'éveil où quand tu travailles pas, quand t'es pas derrière ton ordi à avancer des projets et à taffer sur des sujets, et ben juste tu poses ton ordi, t'as la montagne en face de toi et tu vas skier, tu vas courir, tu vas contempler le paysage. Et c'est puissant, c'est trop puissant. Et du coup, j'ai trouvé mon équilibre dans ce mode de vie-là en faisant des colocations éphémères. Donc cet été, tu vois, voilà, je suis passionnée de l'océan, ça me fait énormément de bien. Donc cet été, je me suis dit, où est-ce que j'ai envie de vivre pour l'été ? Biarritz. Ok, je loue quelque chose à Biarritz. Donc, tu es venu vivre avec moi. Exactement. Et, nous avons été colocs l'espace de quelques jours. Voilà, et c'est trop bien parce que c'est aussi une façon d'être dans l'humain. Ouais. Et tu fais des rencontres de ouf. Donc, tu apprends à connaître les gens, tu apprends à connaître un lieu. Et moi, c'est là-dedans que je trouve mon équilibre, en fait. Ça me force quelque part à prendre le temps des rencontres, à prendre le temps de la découverte. Et c'est un peu comme si je voyageais tout le temps, tout en travaillant tout le temps, tu vois. Donc, je trouve mon équilibre là-dedans. Je trouve aussi mon équilibre dans les moments de pause complet, où là, pour le coup, je retourne chez mon père et c'est ma maison d'enfance, c'est ma chambre, c'est mon cocon, c'est là que j'ai tous mes livres, c'est là que j'ai mon lit, c'est là que j'ai un petit peu mes repères et mon confort quelque part, tu vois. Ouais. Quand j'ai besoin de routine, je sais que c'est là-bas que j'ai ma routine et tout est simple, j'ai pas à m'adapter, je pose mon sac, tranquille ou bidou. Et là, je me ressource aussi, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est vraiment un balancier. Donc, il y a des moments où je vais avoir besoin d'aller me ressourcer là-bas, des moments où je vais avoir besoin de découverte, de faire des colocations éphémères, de nouvelles rencontres, découvrir de nouveaux lieux, et des moments où je vais être juste en déplacement pour des conférences, pour des rencontres avec Total, pour des interviews, pour divers sujets. Et où là, je vais enchaîner les trains, les rendez-vous, et donc, c'est des périodes de vie. Et je trouve mon équilibre au milieu de tout ça. Après, ce qui m'aide à rester ancrée, c'est le sport. Je fais beaucoup de sport, de course à pied, de surf quand il y a des conditions que je suis près de l'océan et qu'il fait beau, de ski quand c'est l'hiver, voilà. Donc beaucoup de sport, ça c'est un vrai échappatoire pour moi. La lecture, donc j'essaie de garder des lectures au-delà de livres écologie et de rapports. J'essaie vraiment de garder de la lecture plus douce et évasive, avec des romans et des choses qui me font du bien. Ouais. Et puis après, nature, en fait. Nature plus, quoi. J'ai besoin d'une connexion à la nature, mais ne serait-ce que... Si je passe une journée sans la nature, tu vois, aujourd'hui, je sais que je suis la journée à Bordeaux, et dans le train, je me disais, à quel moment je vais pouvoir passer dans un parc aujourd'hui pour au moins toucher un arbre, tu vois. Enfin, j'en suis venue à ça. C'est vraiment, j'ai besoin d'un contact avec la nature journalier. Et au maximum, après... Je vais finir là-dessus. Les dimanches, j'essaie de faire des dimanches off, complet off, où là, je coupe tous les écrans et même les messages. Donc, je mets vraiment mon téléphone à mon avion le samedi soir. Je le rallume le lundi matin. Et c'est vraiment ma journée à moi où je prends le temps de juste me perdre dans la nature, pour le coup. Donc, je vais en forêt et je vais méditer. Je vais juste observer les oiseaux, la forêt... les arbres, marcher, donc faire du sport. J'ai un petit bullet journal aussi qui me fait beaucoup de bien, où j'écris, en fait, chaque soir j'écris mes gratitudes de la journée, et le dimanche je réécris toutes mes gratitudes, et du coup je me fais un gros check-up de ma journée, de ma semaine, et je colle des petites photos à la fin du mois. Tu vois, j'ai des petits rituels personnels comme ça qui me font beaucoup de bien. Méditer le matin, faire du yoga. Donc j'ai plusieurs petites astuces comme ça qui me permettent de rester ancrée et alignée tous les jours. Trop chouette. Merci de nous partager tout ça. Merci. Voilà, c'est très perso, mais comme on est lancé là-dedans... Yes. Bon, t'as déjà parlé du lien avec la nature, donc sauf si tu veux revenir dessus. Mais enfin, si, quand même. Comment va ton potager ? Aïe, 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 mon potager. Mais Théo, merci d'en parler. Je suis trop contente de cette question. Mon potager. La meilleure question du podcast, c'est quand tu m'as posé la question. On est à combien de minutes ? On est à 1h20. On est à 1h20 ? Ouais. Comment en 1h20 on a fait pour ne pas parler de mon potager ? Théo, je te l'ai dit, c'est même toi qui me l'as dit, il faut garder les 10 dernières minutes de ton podcast parce que c'est les meilleures questions. Et ben voilà. C'est vrai que je lui ai dit ça, c'est les dernières minutes de ton podcast les meilleures, tu poses des questions philosophiques. Et je lui ai même dit, viens, on va direct aux dernières minutes. Il a mal pris, c'est vexé. Voilà. Exactement, on fait quand même l'interview, ça me fait un peu chier, mais bon, je le fais quand même.
Donc, comment va ton potager? Il va... Ah non, mais non, je peux pas dire qu'il va bien, Théo. J'ai le cœur brisé. Ah merde. J'ai le cœur brisé. Je suis rentrée de ces 3 semaines au Maroc avec une joie immense à l'idée de retrouver mon potager et mes patates douces. Je vais pleurer. Je crois qu'au montage, je vais devoir mettre une petite musique triste à ce moment-là, tu sais. Vraiment, je vais pleurer. J'ai les larmes aux Avec des yeux. violons. Ah, Je l'ai tellement pris personnellement et ça m'a tellement... Je te jure, j'ai les larmes aux yeux. C'est horrible. Je vais pas te faire pleurer avec ton potager, Victoria, j'en suis navré. Il y a... Oh là là, c'est horrible. Non mais t'as vu à quel point ça me touche quand même. Franchement, je me sens ridicule. Je me sens ridicule, j'ai l'impression qu'on a touché mon bébé. Mon père, enfin c'est pas mon père, c'est un salarié à mon père, qui est passé avec le tracteur dans mon potager pour enlever la clôture. Oh merde. Pour enlever la clôture parce que c'était le bordel tout autour et il y avait des ronces et tout. Ouais, il a pas fait Donc attention. il a déboîté toute la couverture, la clôture autour, sauf qu'en fait mon potager il s'est étalé. Mes citrouilles elles sont parties au-delà du potager, donc j'avais des citrouilles qui vraiment genre étaient mes pommes pélope et elles faisaient leur life. Ouais. Mais c'était trop beau de voir à quel point la nature justement prenait son sa espace place et au-delà des carrément. clôtures du potager, tu vois. Et les patates douces, pareil, elles se sont étalées au bord de la clôture. Sauf que lui, il a pas fait gaffe. Donc en fait, il a déboîté la clôture et il est passé avec le tracteur au bord de la clôture. Donc il a écrasé mes patates douces. Et j'ai vu ça, j'ai vu les roues du tracteur, et j'ai vu les feuilles des patates douces. Et ce que j'ai ressenti vraiment, c'était un déchirement. Je me suis dit, ça fait des mois que je parle à ces patates douces, que je les fais grandir, que je leur donne de l'eau. Et là, on a roulé dessus. J'avais l'impression qu'on me roulait dessus, mais je te jure, il y en a, ils vont se dire, mais elle en fait trop des caisses. Mais je vous assure que j'ai la voix qui tremble à l'idée de dire ça. J'étais là, mes patates douces. C'était... Donc mon potager va mal. Il allait très bien. S'énerver. Il allait très bien, il était trop beau, j'étais tellement fière de lui. Et putain, on l'a écrasé. C'est horrible. Et ça m'a fait réfléchir au-delà de ça à l'humain qui a besoin de prendre la place sur son environnement. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'aller enlever cette clôture, de passer ce tracteur, alors que mon potager allait très bien. Et oui, il y avait des plantes sauvages autour. Oui, c'était le dawa, c'était le bordel. Mais ok, c'est pas grave, fine, c'est mon potager. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Bref, mais sinon, j'ai encore des tomates. Ok. Tomates tardives parce qu'on a eu un réchauffement climatique. On a eu un automne très tardif, donc encore des tomates. J'ai des très belles courges. C'est la fin, je commence à avoir un peu tout essuyé. J'ai fait des belles soupes, des beaux petits plats au four. J'ai des carottes. J'ai des oignons qui se sont mis à pousser tout seuls, donc super. J'ai des poireaux. Et là, dernière chose, j'ai des butternuts qu'il faut que je ramasse parce qu'avec la pluie, ils vont pourrir. Ok. Donc voilà. Ouais. Mais alors, c'est intéressant pour le coup effectivement de voir tout ça, toi, de ton côté, de voir grandir la nature et voir comment, en si peu de temps, on peut aussi la casser et la détruire, pour le coup. Je trouve que c'est assez intéressant dans ce qu'on vit aujourd'hui de manière plus globale, de voir comment elle a besoin de temps, et comment nous, en peu de temps, bon, il a pas fait exprès, j'imagine, mais voilà. Okay. Ah, mais t'as tout compris. C'est intéressant. Enfin, oui, c'est parlant, quoi. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce potager me fait autant de bien personnellement, c'est que en fait, t'es hyper humble face à ça. Tu plantes une graine et t'auras le fruit que quelques mois après. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et donc, ça te reconnecte vraiment au vivant et au fait que la nature, c'est des cycles, que les choses, elles prennent du temps et que t'as besoin d'eau, t'as besoin de soleil, t'as besoin des deux, en fait. Et que l'hiver, le potager a besoin aussi de se régénérer, qu'il va rien produire. Et qu'au printemps, le soleil va revenir, tu vas replanter, il va regrandir et puis il va mourir. Et voilà, et tu vois, c'est cyclique. Et chose qu'on oublie dans nos vies où tu as toujours besoin d'être dans le feu tout le temps. Et j'ai tendance aussi à être comme ça, tu vois, toujours être dans l'action. Alors que tu as besoin des moments plus calmes, tu as besoin de juste mettre sur pause, tu as besoin de dormir, tu as besoin de te ressourcer. Et je trouve qu'on a tellement à apprendre de la nature, que ce soit dans la patience, dans la durée, dans l'aspect cyclique des choses, encore une fois. Donc, ce potager m'apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et chouette. Ouais. Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus? Comme c'est toi, je t'ai rajouté plein de questions de fin. Les rencontres. Ouais.
la vie en fait avec un grand V, il y a tout qui m'enthousiasme. Je suis amoureuse de la vie. Tu vois, là il y a le soleil qui commence à arriver un peu là. T'es arrivé dessus en plus. Et je suis trop contente. Je suis là, waouh, il a plu depuis 3 jours, il y a du soleil, ça me rend trop heureuse. Ce qui m'enthousiasme, c'est cette rencontre que j'ai fait dans le train ce matin. Et j'ai laissé mon numéro sur un petit papier au garçon, tu vois. Et tu vois, c'est tout. Enfin, la vie, j'aime trop la vie. C'est ce qu'on est en train de faire là. C'est le petit-déj qui m'attend avec Laure. C'est la conf qui m'attend cet après-midi. C'est tout, en fait. Je trouve de l'enthousiasme un peu au quotidien. Ouais, cool. T'as réussi, toi, à répondre aux questions de sens, de paix intérieure et de lenteur? Je reprends des termes que tu as pu employer. Je pense qu'on réussit pas. Ok. C'est pas quelque chose enfin moi je le vois comme ça. C'est pas une question avec laquelle tu te réveilles un matin et tu dis là j'ai réussi, j'ai ma réponse. C'est un chemin. C'est le chemin d'une vie. Tu vois, la paix intérieure, ça se cultive au quotidien. Et t'as des petits déclics, je le vois vraiment comme un engrenage. Et t'engraines petit à petit, tu vois. T'avances dans cette... tu mets des roues à cet engrenage au fur et à mesure que toi, tu grandis, que tu te nourris de lectures, de rencontres, de voyages. Tu vois, mon voyage au Maroc, j'ai rajouté plein de roues à cet engrenage, tellement j'ai appris sur moi, tellement j'ai compris de choses. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment un moment où tu te dis, là, ça y est. Et d'ailleurs... le jour où tu te dis ça, c'est qu'il y a un problème, je pense. Quand tu te dis là, c'est bon, j'ai full la paix intérieure, c'est que t'as quand même encore beaucoup d'ego, je pense, et que du coup, t'as pas réglé tout à fait toutes les choses, tout ce que t'as réglé avec toi-même. Donc, non, cette notion de paix intérieure, c'est le travail d'une vie. Et qui se travaille, parce que c'est un vrai travail, ça nécessite du temps, en fait. Tu vois, hier, j'ai enchaîné 2 cours de yoga hier soir. Bah, ça fait partie... Ça prend du temps de prendre 3 heures dans ta soirée pour te recentrer sur toi, faire un yin, faire un vinyasa, bah voilà, et aller au fond de toi. C'est un travail d'ouvrir un carnet et de poser à plat le poison mental que t'as. De là, tout aujourd'hui, j'avais en fond cette pensée. Pourquoi j'avais cette pensée? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette pensée? Et d'aller creuser, tu vois. Ça demande du temps et... ça nécessite d'aller titiller un peu. Ouais. Donc voilà, travail d'une vie, et je mets le mot travail derrière. Et ce qui est sûr, c'est que je me sens de plus en plus apaisée. Tu vois. Cool. Donc c'est chouette. Ouais. Chouette. Voilà. Demain, tu l'imagines comment? Non pas demain, jeudi, parce que nous enregistrons mercredi, tu l'auras compris. Ben écoute... dans le meilleur des mondes, je l'imagine avec beaucoup plus de sobriété. J'imagine qu'on serait moins nombreux quand même sur Terre, mais beaucoup plus éveillés. J'imagine nos journées de façon totalement différente. Je pense qu'il y aurait moins de place pour le travail en tant que tel, mais beaucoup plus de sens. Et donc, on ferait les choses sans mettre cette notion d'efficacité. Parce que tu vois, rentabilité, efficacité, j'aime pas trop ça. Mais comme on ferait les choses avec plus de conscience, en fait, quand on ferait les choses, on irait droit au but. Et donc, on s'éparpillerait moins, et donc, naturellement, moins de temps de travail, mais plus de temps pour de l'associatif, pour ce fameux travail personnel. Donc, du temps dans nos journées pour apprendre à se connaître, pour créer du lien, pour lire, pour se nourrir intérieurement, pour apprendre à faire de la musique, et pour laisser de la place à la réflexion, à la méditation, etc. Je pense que ça, c'est essentiel, et dans le meilleur des mondes, j'espère, et j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de place pour ça. Donc un monde beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus humain, avec moins de consommation, moins de besoins, donc beaucoup plus de simplicité en fait. Enfin vraiment, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de nature partout, moins de villes, et plus d'entraide. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Et dans le monde réaliste, demain, je l'imagine pas chaotique, en fait. Je vais pas mâcher mes mots. Hein. Si je m'engage au quotidien, c'est parce que j'ai peur de demain. Et que c'est urgent d'agir aujourd'hui parce que demain, c'est la merde. Mais vraiment. Enfin, on fonce dans un mur, quoi. Et si on fait pas marche arrière tout aujourd'hui, demain, c'est des guerres, c'est des famines, c'est un manque d'eau.
Donc, qui dit manque d'eau, en fait, dit migration. Qui dit sécheresse, dit migration aussi. Donc, beaucoup de migration climatique. Donc, qui dit guerre, parce qu'il va falloir accueillir tout le monde. Mais aujourd'hui, on voit bien que rien qu'avec l'Ukraine, on n'est pas capable d'accueillir tout le monde. Parce qu'on ne veut pas ouvrir nos portes chez nous. Parce que si, parce que ça. Parce qu'on n'a pas de place. Parce que... Donc, en fait, ça va soulever plein de sujets. Et puis, est-ce que les gens qui sont habitués à leur confort, et puis on a toujours vendu à la télé, et on vend encore, là c'est Noël, on a des pubs partout de achetez ci, achetez ça, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça, on croit à ça, donc on court après ça. Donc est-ce que le jour où on va nous dire, les gars, vous serez pas heureux avec votre iPhone 24, ok, mais du coup, qu'est-ce qui me rend heureux? Les gens vont être perdus. Donc si on n'amorce pas ces questions-là aujourd'hui, dans 10 ans, on sera juste paumé, donc violence. Et puis au-delà de ça, juste catastrophe naturelle violente en fait. Donc tsunami, donc sécheresse, donc qui dit sécheresse dit perte de rendement de culture, dit plus d'agriculture, dit on se nourrit plus. Donc le monde de demain pour moi est chaotique. Très honnêtement. Après, derrière ce chaos, j'ose espérer qu'il y aura du beau. Parce que dans tous les cas, le modèle de société actuel n'est pas viable. Et il va falloir le repenser. On ne le repensera pas sans chaos. Je pense que la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est assez intelligent? On est censé être intelligent quand même. C'est ce qu'on dit. Est-ce qu'on est assez intelligent pour se dire on va pas s'autodétruire, se flinguer, donc aujourd'hui on ose repenser ce modèle économique pour que ce soit moins violent demain? Ou est-ce qu'on est dans le déni? On continue à balle toutes et demain, par force, la nature va nous rappeler qu'il faut repenser nos modèles économiques. Donc c'est soit par force demain et on aura moins le temps pour s'adapter, soit c'est dès aujourd'hui, on a la lucidité de se dire on repense tout les gars. Comme ça bouge mais pas assez vite, si on écoute Christophe Cassou que j'ai reçu sur Nouvel Oeil, demain je le vois assez sombre. Mais voilà, derrière la pluie le beau temps, donc on aura un sombre et puis après de la paix, j'espère, on verra. Ouais. J'ai reçu, comme je te le disais tout à l'heure, Aurélie Piette, qui disait que là, l'humanité était un peu un ado. Les adolescents, en fait, en train de construire, voilà. Et donc, on n'est pas du tout assez mature encore aujourd'hui. Donc, vivement l'âge adulte. Complètement. Complètement. Voilà. Est-ce que l'amour n'est pas la solution de tout ça? Punaise Je pense... si, je pense que oui, en fait. Donc, il y a l'amour avec un grand A, mais il y a l'amour de tout le monde, en fait. C'est juste que quand tu apprends à aimer les gens pour qui ils sont, ça répare beaucoup de choses. L'amour répare tout. Tu fais plus attention à l'autre quand t'aimes l'autre. Et je pense d'ailleurs que l'amour de l'autre est encore plus puissant que l'amour que les autres nous donnent. Tu vois ? Apprendre à aimer les gens sans attendre qu'ils nous aiment en retour, c'est hyper puissant. Et pour moi, c'est ça, oui, qui sauvera le monde. Apprendre à aimer tout le monde, tout le monde. Autant les gens qui font de la violence dans le monde, en fait. Apprendre à avoir de l'amour pour eux. Donc, Patrick Pouyanné, très honnêtement, j'essaie d'avoir de l'amour pour lui. Mais je me dis... non, mais là, on a un groupe WhatsApp, Stop Hiccup. S'il y en a qui m'écoutent, ils vont dire, non, mais Victoria, genre, tu peux pas dire ça. Elle est bourrée ou quoi? Non, mais qu'est-ce qu'elle a fumé? Mais en réalité, si, parce que... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Patrick Pouyanné fait ce qu'il fait? Il a un passé, il a certainement des blessures, il a certainement un mal-être intérieur. Je pense pas que ce gars soit heureux, fondamentalement. C'est de l'empathie. C'est de l'empathie. Et donc, l'empathie, quelque part, t'as de l'amour. Et moi, j'ai envie de lui dire, sois heureux, qu'est-ce qui fait que... Voilà. Et s'il éprouve profondément de l'amour, et s'il est complètement, déjà, de l'amour envers lui-même et envers le monde, il construit pas le projet ICOP, tu vois. Donc, je pense que, déjà, il faut apprendre à s'aimer soi, c'est la base. Et puis après, aimer les autres. S'aimer soi en premier lieu, aimer les autres, puis après, les autres, peut-être, nous aimeront. Mais ce qu'on... Sans philosopher des heures là-dessus, je pense qu'en fait, on prend le problème souvent à l'inverse. On attend que les autres nous aiment pour les aimer, pour nous aimer nous. Et il faut d'abord s'aimer soi, aimer les autres, et après, les autres nous aimeront. Voilà comment je le vois. Mais oui, l'amour sauvera le monde, clairement.
Bon, ça fait le lien, non, avec ce que tu disais avec la paix intérieure. Quand on se connaît, quand on forcément... Absolument, c'est la base. Avancer. C'est la base de tout. C'est la base. Et ouais. Tu te connais, toi, Théo? Oula. Ce que vous ne savez J'y pas, réponds c'est que c'est moi qui l'interview après. Donc, donc je te répondrai à cette question potentiellement. Si tu Ouais. comptes me la poser après, j'y répondrai. on va avec grand commencer plaisir. là-dessus. Yes. Pas dans la merde. J'aurais peut-être dû commencer par l'inverse en fait. Elle va se manger. C'est quoi pour toi la définition de la réussite? Qu'est-ce que réussir? J'allais te dire être en paix avec soi-même, mais comme je t'ai dit précédemment qu'il n'y avait pas de fin à cette paix intérieure, est-ce qu'on réussit vraiment? Non, je pense que c'est se retourner sur sa vie à l'heure où on se retournera et de pas avoir de regrets. En fait, en une phrase, c'est ça. Au moment de mourir, il faut pas avoir peur de la mort. Tu vois, je viens de lire un livre sur la mort et c'est vrai qu'on a tous peur de la mort aujourd'hui, on l'accepte plus, mais la mort, ça fait partie de la vie. Et le jour où tu acceptes que tu vas mourir, bah, ta vie, elle est d'autant plus profonde parce que tout est éphémère et tu peux mourir demain, en fait. Et donc, au bord de la mort, de se retourner et de se dire, j'ai aucun regret. J'ai tenté tout ce que j'avais à tenter et je suis heureux de ce que j'ai vécu. Ça, c'est réussir sa vie, en fait. De pas avoir de regrets. De pas se dire, punaise, mais en fait, quand j'avais 20 ans, j'aurais dû avouer mes sentiments à ce garçon-là. J'aurais dû oser envoyer ce mail pour amorcer ce projet. J'aurais dû engager ce voyage pour apprendre à me connaître. Tu vois, ne pas avoir de regrets. Ouais. Et ça, c'est la réussite, pour moi. Ouais. C'est comme ça que je l'envisage. J'ai vraiment envie de... En tout cas, moi, Victoria, 90 ans, elle a envie de se retourner et de se dire j'ai zéro regret et punaise que j'ai vécu, quoi. Ouais. Voilà. Et justement, qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Des graines de conscience. C'est la seule chose qu'on peut laisser finalement. Moi, mon corps physique sera plus là, mais j'aurais peut-être laissé des déclics dans la vie de gens qui auront changé leur vie et qui, en changeant leur vie, auront changé la vie d'autres. Et donc, tu transmets et donc, tu laisses quelque chose, quoi. Une petite trace. C'est la seule chose qu'on peut laisser finalement. C'est changer la vie des gens d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais. Voilà. Aussi des conseils, t'en as déjà donné. Est-ce que, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des conseils à ajouter dans l'idée de ce podcast? Pour le coup, je le rappelle au comme si tu le connais, mais c'est de montrer qu'à la fois on peut vivre de sa passion et quand on est aligné, ça peut bien se passer. Et donc cette envie de montrer qu'en osant, on vit mieux. Je dirais pas ne pas avoir peur, mais être conscient des peurs qu'on a. Et une fois qu'on est conscient, de dépasser ces peurs. Donc être dans l'action pour les dépasser. Souvent, les peurs qui nous freinent, c'est des peurs financières. Et moi, c'est souvent quelque chose qui me revient à la figure quand on me dit mais comment tu gagnes ta vie? Et puis c'est pas stable. Et oui, c'est un fait, on a besoin d'argent pour vivre. Mais déjà de te dire de combien j'ai besoin pour vivre. C'est la base. Tu vois, de combien j'ai besoin pour vivre. Une fois que j'ai suffisamment pour vivre, comment je répartis mon temps de sorte à ce que oui, je comble ses besoins et après le reste du temps, je vis simplement. Je suis dans la vie. Et pour dépasser ces peurs, il faut simplement agir, je pense. Et souvent, on les laisse nous limiter, ces peurs. On se dit non mais j'aurai jamais assez. Mais non mais c'est pas possible. Mais un tel a dit que ça devait se passer comme ça. Et puis, puis je suis pas capable. Et puis syndrome de l'imposteur. Et puis ci, et puis ça. Et puis tout ça, ça nous freine. Et donc on fait pas. Et donc ouais, si j'ai un conseil, ça serait de accueillir ces peurs. Donc peut-être les noter dans un carnet, écrire. Écrire, c'est un conseil dans un conseil. Ouais. L'écriture, ça démêle tellement de choses. Tellement de choses parce qu'on a 60 000 pensées par jour. Ces pensées, si on les fiche pas quelque part sur du papier, elles passent, mais elles sont pas constructives et ça reste des ruminations. Et au final, elles reviennent demain, elles reviennent après-demain. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, juste d'écrire, de les mettre à plat, ça les libère. Et après, on les transforme, on passe à l'action et donc, on avance. Donc voilà le conseil que je pourrais donner. Ouais. Passer à l'action pour dépasser ses peurs. Vraiment. Chouette. Mais là aussi, tu en as un petit peu parlé, mais je pose la question de fin. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Tout. Ouais, c'est un peu comme ce qui m'émerveille au quotidien. Moi, ce qui m'anime, c'est les rencontres, c'est faire ce podcast, c'est mes projets, c'est la vie. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Est-ce qu'il y a, ma chère Victoria, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne, quelque chose qu'on n'a pas abordé, tu dis ce serait chouette d'en parler
On a abordé pas mal de choses quand même. Ouais, tellement. Ça fait 1h40 qu'on échange. Ah ouais, dis. Et il y a encore des gens et ici. encore, je pourrais faire 1 heure de plus, voire 2 avec toi, mais on se limite. Ouais, mais surtout, il y a encore des gens qui écoutent. Tu vois, Je sais pas, on verra, je te dirai. Non, mais je suis curieuse parce Je pense, que ouais. c'est vrai qu'on est quand même dans l'ère du zap. Ouais. Et du temps long, 1h40. Ouais. Mais Franchement, si on a réussi à les maintenir attentifs jusqu'ici, waouh! Et écrivez-nous parce que je serais curieuse de savoir combien de gens sont restés jusqu'ici. Tu Ouais. me diras parce que Ouais, carrément. ça pourrait donner de l'espoir pour demain, justement, de savoir combien de gens ont été patients pendant 1h40. Je suis persuadé que le temps long est aussi une solution, mais ça fait le lien avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Clairement. Donc oui, j'applique ce que je fais sur le podcast. J'essaie de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Bah oui, bah ouais. Les leçons du podcast. Bah tu vois, si je pourrais finir sur quelque chose, c'est ça, c'est essayer de incarner et montrer l'exemple au quotidien, en fait. Et on se dit souvent, je ferais pas pencher la balance à moi toute seule et d'autres le feraient mieux que moi, mais en fait non. C'est la fameuse part du colibri de Pierre Rabhi. Tout commence par toi. Et les gens s'inspirent de personnes inspirantes. Et donc si toi, au quotidien, tu habites le monde de façon poétique, c'est François Bunel, là, dans sa dernière interview, qui disait tout l'enjeu, c'est d'habiter le monde de façon poétique. Je trouve ça trop beau. Ouais. Si tu habites le monde en conscience et qu'au quotidien, tu es en raccord avec tes valeurs, tes convictions et que donc tu incarnes cet exemple, donc quand tu dis il faut retrouver le temps long, eh ben toi tu trouves le temps long. Quand tu dis ralentir, toi tu ralentis. Quand tu dis moins de réseaux sociaux, toi tu utilises moins de réseaux sociaux. Les gens s'inspirent de ça. Ouais. Et c'est comme ça que tu changes le monde en fait. Donc voilà, si je devais finir par quelque chose, c'est simplement incarner l'exemple et vous êtes tout aussi légitime que Hubert ou que Jacqueline. Tu vois, c'est vraiment... on est chacun des êtres de lumière et tous hyper inspirants. Donc, faut croire en nous. Voilà. Yes. Merci beaucoup, Victoria. Merci à toi pour ce temps de parole, Théo. Bah, quel plaisir de t'avoir reçu. Quel honneur. Quel honneur. C'est moi qui ai... Donc, puis c'est vrai que c'est chouette de faire ça quand aussi on se connaît. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Merci. À bientôt. Yes. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Ravi d'avoir reçu Victoria sur le podcast et d'avoir pu vous partager sa vision de la vie. Une vie sobre, joyeuse et conviviale qui fait beaucoup de bien. Allez écouter Nouvel Oeil, allez écouter son podcast. On en sort nous aussi toujours transformés. Et comme Victoria l'a dit à la fin de l'épisode, si vous avez écouté jusqu'au bout, dites-le nous. Faites-nous signe, un message, un commentaire, une story, que sais-je. Faites-nous signe, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon, où vous entendrez, vous l'aurez compris, les mêmes protagonistes au micro. D'ici là, prenez soin de vous, souriez à la vie, et je vous dis à très vite. Ciao.